Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Université de Mons, dernière conférence du cycle Univers. Alors ce soir, on se fait plaisir encore plus que d'habitude parce qu'on reçoit un copain, c'est Roland Lehoucq. Alors Roland est astrophysicien, il nous vient du commissariat à l'énergie atomique, donc à Saclay, le campus est sur le sud de Paris. Et Roland, donc astrophysicien, c'est un très grand passionné de science-fiction et il est à l'origine, il est directeur du Festival international de science-fiction qui s'appelle les Utopiales, qui a lieu chaque année à Nantes. Et Roland, je pense que c'est la 4e ou 5e fois qu'il vient chez nous. Il est venu déjà il y a plus de 20 ans nous parler du Temple du Soleil et puis il nous a parlé de la science qu'on peut faire au travers d'Avatar, le film. Il est venu aussi pour Star Wars. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est un vrai plaisir quand on accueille Roland parce qu'à chaque fois on en profite, il vient pour peu de temps. Et donc là on vient d'enregistrer un podcast et puis à chaque fois qu'il vient, on lui pompe plein d'idées parce qu'il connaît énormément de gens passionnants dans tous les domaines des sciences. Donc voilà, pour nous c'est à chaque fois un enrichissement et donc on est super content de t'accueillir aujourd'hui et là tu vas nous causer de l'antimatière, mais avant de laisser la parole à Roland, je voulais vous rappeler la présence de nos amis de Scientia, la librairie scientifique de Mons. Et donc il y a un tas de bouquins de Roland qui sont en vente. Il y a Science-fiction, la physique de l'impossible. On a un podcast qui a été réalisé à ce sujet il y a quelques mois par Maxime. Et on a le tout dernier qui est La science fait son cinéma. Et puis il y en a plein d'autres. Roland n'arrête pas. Je sais pas, tu dors des fois la nuit, ça t'arrive ou pas? Un petit peu, voilà. Donc, bonne soirée à toutes et à tous, et je te laisse la parole. Merci. Merci. Et merci Francesco pour cette introduction et pour cette invitation. C'est toujours un très grand plaisir de venir à Mons, en Belgique en général, mais à Mons en particulier. J'ai vais aussi à Namur, j'ai des copains à Namur, à Bruxelles évidemment, mais à Namur aussi, et à Mons. Donc c'est toujours un grand plaisir. Il y a Claude Semet ici, qu'on se connaît depuis longue date, et c'est vraiment toujours un très grand plaisir. Donc merci encore de l'invitation. Pour vous parler de ce qui est un peu mon dada, ma marque de fabrique, mon usage de la science-fiction pour pratiquer les sciences et parler de science. Et là, le thème qu'on a choisi avec Francesco pour ce soir, c'est autour de l'antimatière, qui reste quand même une discipline de science extrêmement intéressante. Il y a des particules particulières qu'on aura toujours de mystère et de magie, presque d'une certaine façon. Et on va essayer de brosser une histoire parallèle de science et de science-fiction autour de l'antimatière, d'en apprendre un peu sur l'antimatière, d'en apprendre un peu, de voir aussi comment la science-fiction, très souvent, même presque systématiquement, en fait, s'empare d'idées de physique nouvelles, ou aussi des idées spéculatives de la physique, et elle les met en scène dans ses histoires assez rapidement. Et le cas de la science-fiction, le cas de l'antimatière pour ça est assez emblématique. Alors déjà, cette première image que je montre là, c'est une image qui est due à Chesley Bonestell, qui est un artiste américain de space art, comme on dit. Chesley Bonestell, pour ceux qui connaissent, ils ont peut-être vu déjà des images de vaisseaux posés verticalement sur la Lune. Et c'est pas faire injure à Hergé il s'est sans doute inspiré de Chesley Bonestell quand sa fusée lunaire à lui s'est posée verticalement sur la Lune dans un paysage qui ressemble pas mal à celui que pouvait dessiner Chesley Bonestell, le style étant évidemment très différent. Et là, on voit une image qui représente une fusée à propulsion lumineuse. Ce qui sort de la fusée, c'est de la lumière, et on voit des grands panneaux là, vous voyez ces grands panneaux rouges. Ils sont pas là rouges pour faire plaisir, ils sont là parce qu'ils rayonnent de la lumière en infrarouge, ils sont rougeâtres. Si vous avez vu le film Avatar, vous vous rappelez peut-être que dans ce film Avatar, il y a un vaisseau qui s'appelle le Venture Star qui a des grands panneaux rougeoyants. Ça serait ça l'équivalent, déjà pensé dans les années 60. Je vais revenir sur cette image, je la mettais en introduction, mais on va y revenir quand on va parler de propulsion en antimatière, parce qu'on fera aussi un peu de fiction, en plus de parler de science. Alors, l'antimatière, elle est née, on va dire, comme une fiction scientifique, on pourrait dire vraiment ça, puisque c'est ce physicien, Paul Dirac, qui a écrit une équation. On va y arriver dans un instant, on ne va pas l'écrire, l'équation, je ne vais pas vous affliger les équations de la physique, mais qui a écrit une équation qui a eu pour conséquence l'idée d'antimatière qui ne s'appellera pas, je vais dire antimatière parfois, mais vous allez voir que le mot antimatière lui-même a une histoire un peu différente, enfin un peu parallèle et différente de ce qui s'est ensuite appelé l'antimatière, et qui s'est appelé différemment au début. Alors, il se trouve que
Paul Dirac, c'est quand même un boss de la physique. On peut difficilement sous-estimer son apport à la physique. Il est lauréat du prix Nobel avec Erwin Schrödinger. Et en fait, c'est parce qu'ils ont inventé une équation, plutôt Schrödinger a inventé une équation, ou a créé une équation, l'équation de Schrödinger, qui décrit l'évolution du nombre de matière. L'idée était là, en fait, on a compris à la fin du 19e, début du 20e, que décrire la lumière sous forme d'une onde, c'était assez classique. Même s'il y a eu un débat initialement entre la lumière est-elle une onde ou est-elle une particule, et puis Albert Einstein qui a eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique et l'idée que la lumière peut être décrite comme de particules. Donc voilà un objet physique, la lumière, qu'on peut décrire comme une onde ou comme une particule. Et puis il y a Louis de Broglie qui arrive et qui dit puisqu'il y a des particules de lumière, alors pourquoi n'y aurait-il pas des ondes de matière, la matière étant plutôt décrite sous forme particulière? Et cette idée d'onde de matière de Broglie a frappé Schrödinger qui s'est dit il faudrait essayer d'écrire l'équation d'évolution de cette onde de matière. Cette onde de matière, elle va être décrite par ce qu'on appelle une fonction d'onde qui va ensuite dire des choses sur l'évolution de l'onde associée à un électron, par exemple, une particule bien connue à l'époque. Le problème, c'est que cette équation de Schrödinger, qui décrit ce qu'est une onde de matière, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas très grave, il faut juste comprendre l'enchaînement des idées, les détails techniques ne sont pas très importants pour nous. Elle a une propriété, enfin plutôt il lui manque une propriété, c'est qu'elle n'est pas invariante par changement de référentiel inertiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que cette équation, la façon dont elle s'écrit dépend du référentiel dans lequel on l'écrit. Et on est en époque, en 1925, où Albert Einstein a déjà écrit, ça a publié sa relativité. Ah merci, j'avais une bouteille en fait que j'ai pas sortie. Merci Francesco. Où Albert Einstein a déjà produit et publié sa théorie de la relativité restreinte, qui est une sorte de généralisation de la relativité, enfin qui généralise le principe de relativité galiléen à toute la physique et qui dit en fait on ne peut pas distinguer par des expériences de physique, c'est le mouvement, si le référentiel dans lequel j'en suis est en mouvement rectiligne uniforme ou au repos. Je ne peux pas distinguer ces deux états-là, et ce qui implique que quand on change de référentiel, toujours référentiel supposé en translation rectiligne uniforme, alors les équations de la physique doivent prendre la même forme, littéralement s'écrire de la même façon, alors que les coordonnées spatiales et temporelles auxquelles on se réfère ne sont pas les mêmes, puisqu'il s'agit d'un autre référentiel avec une origine et une unité, et pareil pour les durées différentes. Et donc, cette équation de Schrödinger n'est pas compatible avec la relativité restreinte d'Einstein. Et ça, c'est un problème. Là où les équations de Maxwell, qui régissent l'évolution de la propagation des ondes de lumière, sont parfaitement compatibles avec les équations d'Einstein. Donc ce problème-là, qui est soulevé dès le début, même si l'équation de Schrödinger a eu des vertus incroyables, on a pu comprendre tout un tas de choses, notamment la structure de l'atome d'hydrogène en première intention de manière très détaillée. On sait que cette équation est fautive de toute façon, qu'elle est incomplète, en tout cas que ce n'est pas sa forme définitive. Alors ce que fait Dirac en 1928, c'est qu'il corrige le problème. Il écrit une équation, c'est ça l'équation de Dirac, il écrit l'équation qui régit l'évolution d'une onde de matière, en l'occurrence ça peut être d'une onde d'électrons, associée à la particule que de l'autre côté on appelle électron. Il écrit l'équation qui est cette fois-ci invariante par changement de référentiel, qui est compatible avec la relativité restreinte. Et il se trouve qu'elle a un bonus, cette équation, ça c'est le truc incroyable, c'est qu'elle introduit aussi une notion, elle donne une propriété supplémentaire aux particules qui en sont solution, aux ondes qui en sont solution, c'est d'avoir un spin. Je ne rentre pas dans les détails, c'est une propriété intrinsèque, une propriété purement quantique, qu'on peut imaginer comme l'équivalent d'un petit moment cinétique, d'une petite rotation, comme si un tout petit électron tournait sur lui-même. C'est absolument pas, c'est une vision classique et tout à fait fautive dans le détail, mais qui donne une idée de ce que ça veut dire le spin. C'est un moment cinétique comme une quantité de rotation intrinsèque. Et ce spin, il avait été découvert avant. On savait qu'il fallait doter les particules de cette propriété qu'on a appelée spin si on voulait comprendre certaines expériences de la physique quantique naissante. Et donc là, Paul Dirac, il écrit une équation en la rendant, en généralisant finalement l'équation de Schrödinger, en la rendant compatible avec la relativité restreinte d'Einstein, touc, il tombe le spin directement associé aux électrons. Et puis il y a un bonus supplémentaire qui est cette équation a des solutions supplémentaires en plus de celle de l'électron, qu'on peut associer à l'électron avec son spin. Elle a des solutions supplémentaires dont l'énergie est négative. Et ça, c'est assez embêtant, parce qu'en général, les solutions qu'on s'attendait, c'est qu'elles aient une énergie positive ou nulle. Et là, des solutions énergie négative. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, elles sont là. L'équation a des vertus.
Elle a une vertu symétrique, elle a une propriété qu'on aimerait voir à une équation qui gère l'évolution de la fonction d'onde des électrons, par exemple. Elle est invariante par champ référentiel. Elle produit le spin, et on dit super, le spin ça existe, donc on dit cool, cette équation elle a l'air d'avoir des vertus, et puis elle sort des solutions qu'on ne comprend pas, et comme elle marche bien pour d'autres compartiments, on a tendance à se dire peut-être que ces solutions, il faudrait les interpréter, elles ont peut-être un sens, mais qu'on ne connaît pas encore. Et ce que fait Dirac en 1929, il interprète ces particules, enfin ces solutions, pas ces particules, comme des électrons positifs. L'électron est une particule qui a une charge électrique négative. Ça, c'était l'électron qu'on connaissait bien. D'ailleurs, électron qu'on a longtemps appelé rayon cathodique, avant de l'appeler électron. Donc, ce travail lui vaut le prix Nobel, je l'ai dit, le prix Nobel de physique avec Erwin Schrödinger, pour la découverte de formules nouvelles et utiles de la théorie quantique. C'est ça l'argument. Donc, à cette époque, il a juste généralisé l'équation de Schrödinger. Schrödinger l'écrit pour les ondes d'électrons, la façon, disons, classique, non relativiste. Dirac généralise, le spin tombe, donc cette équation a des vertus, et puis il y a ces solutions dont on ne sait pas trop quoi faire, et qu'il interprète comme des électrons positifs. C'est tout ce qu'il dit. Ça serait si j'associe ces solutions à des électrons dont la charge est changée de signe, elle devient négative, de négative, elle devient positive, alors je comprends. Simplement, c'est les électrons positifs, ça n'existe pas. On n'en a jamais vu la trace. Alors, en 1932, un physicien américain, Carl Anderson, découvre les électrons positifs. Voilà ce qu'il fait dans cette photographie de l'époque, où il y a ici, alors j'ai dû avoir des petites choses, c'est une chambre à brouillard. Une chambre à brouillard, c'est une chambre dans laquelle on a mis un gaz, et ce gaz, s'il est déstabilisé, si quelque chose se passe à l'intérieur, par exemple le passage d'une particule, ça va créer une traînée de petites gouttelettes de brouillard qui va matérialiser la trace de la particule. Ce n'est pas la taille de la particule, la traînée qui est ici, que vous voyez, c'est matérialise la trace de la particule, ça n'a rien à voir avec la taille de la particule, c'est juste à son passage, elle va déposer un peu d'énergie qui va dans le milieu, qui va se liquéfier, faire de petite ligne de brouillard et qui va la matérialiser. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi dans cet appareil? On voit ici la plaque noire, c'est une plaque de plomb qui fait 6 mm d'épaisseur. Il y a un champ magnétique qui baigne tout l'ensemble. Le champ magnétique, il a la vertu que quand une particule chargée se déplace dans un champ magnétique, sa trajectoire est courbée dans un sens ou dans l'autre selon le signe de sa charge. Donc, comme ça, quand la particule a une charge électrique, seulement si elle a une charge électrique, on peut, selon la courbure de sa trajectoire, déduire immédiatement sa charge électrique. Et puis le rayon de courbure peut donner une indication sur l'énergie. Donc pour une particule comme ci, c'est une particule qui a une charge électrique positive, et même qui a une charge électrique exactement égale à la charge de l'électron, mais positive, ça c'est une première chose. Ça aurait pu être un proton, par exemple, le proton qu'on connaissait déjà, qui a une charge électrique positive égale à celle de l'électron, mais dans le sens de signe opposé. Et puis la trace qu'on observe, alors vous voyez, la plaque de plomb, elle est là pour que la particule passe à travers, et puis elle perd de l'énergie en passant à travers la plaque, et on voit que le rayon de courbure change, elle est ralentie, le rayon de courbure est plus serré, elle est ralentie par son passage, et la trajectoire qui est derrière, elle est si longue qu'on ne peut pas l'associer à celle d'un proton. Un proton, si c'était un proton qui avait traversé la chambre à brouillard, elle aurait dû, la trajectoire, s'arrêter littéralement quelques centimètres après la plaque. S'arrêter parce que le proton dépose son énergie très efficacement dans le milieu et à la fin il s'arrête, on ne voit plus, sa trajectoire n'est plus là. Enfin, on ne la matérialise plus. Et là, ça continue longtemps. Donc ça, c'est la trace, c'est une particule légère. Et l'analyse détaillée de cette photo, c'est un exercice pour étudiants en licence de physique qui a déjà fait un peu de physique relativiste. C'est pas très compliqué d'analyser cette plaque, de faire des mesures. Il faut voir l'échelle, savoir que c'est 6 mm, faire ce petit travail. Eh bien, on obtient que la particule qui a traversé là, elle a une masse égale à celle d'un électron. Donc on a d'une part une particule qui a la masse d'un électron, d'autre part qui a une charge électrique positive. Eh bien, c'est l'électron positif. Il semble que ça soit la détection de l'électron positif. Et c'est ce que propose Carl Anderson dans l'article dont je donne les références en dessous, et il l'appelle positron. En fait, lui, il ne l'appelle pas, il l'appelle électron positif, mais c'est l'éditeur de Physical Review qui dit qu'il faut la nommer, cette particule, et il choisit de l'appeler positron pour faire l'équivalent de électron, de finir par tron, et puis de mettre posi pour dire que c'est l'électron positif. Il l'appelle positron. Alors, figurez-vous que 1934, 2 ans après, donc d'abord Anderson a le prix Nobel de physique en 1936 pour la découverte du positron et du muon aussi, et déjà en 1934, dans Astounding Science Fiction, Astounding Stories plutôt, il y a un texte de SF qui mentionne positron. Le nom de cette particule, cet électron positif, son nom est déjà mentionné, utilisé dans une histoire, vous voyez, 2 ans après, tout de suite,
les auteurs de science-fiction, finalement, s'intéressent à la science, ils lisent, ils ne sont pas forcément scientifiques, mais ils peuvent lire des revues scientifiques, on a pu en parler dans la presse, et ils disaient bah, c'est marrant, c'est un truc nouveau, bah, je le mets dans mon histoire, j'en fais quelque chose qui a éventuellement rien à voir avec l'objet dont il est question dans l'article de physique. Vous vous rappelez aussi, le positron, il sert quelque part en science-fiction, vous devez, pour un très grand auteur de science-fiction, de l'âge d'or, on le lit peut-être moins maintenant, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un que le mot positron apparaît? Ah oui, bon, Claude, t'es hors jeu. Claudie triche. Eh bien, c'est le cerveau positronique inventé par Isaac Asimov et dont il dote ses robots. Et un sourire satisfait, vous l'aviez, c'est ça? Vous l'aviez sans doute. Le cerveau positronique, l'inverse de l'électronique, la positronique, cette fois-ci où les porteurs de charge ne sont pas des électrons mais des positrons, ça va pas s'en poser ça. Ça n'irait pas s'en poser quelques problèmes pratiques. D'annihilation, on va le voir. D'annihilation, il faut que... Ah, on va changer le micro parce qu'il coupe, c'est ça? Bon, bah, ça me va. Mais si c'est pas satisfaisant, alors on change. Allô? Ah oui, ça marche très bien, merci. Oh, merci à la vigilance du service technique de l'Université de Mons, son expertise. Bravo. Alors maintenant, ça va mieux marcher sans doute. Donc, disais-je, ces cerveaux positroniques, on va le voir, qui ne seraient pas sans poser des questions, mais qui sont faits à l'analogue de l'électronique, qui est fondée sur l'électron. Et donc là, on profite de la nouveauté du mot positronique. C'est original, c'est nouveau, c'est sûrement différent de ce qu'on fait. Et puis, ça permet de faire des cerveaux positroniques, donc des ordinateurs, des machines pensantes, au sens de l'intelligence artificielle forte que certains cherchent à obtenir avec les chats GPT et compagnie. Ils en sont encore loin. Mais il y a cette idée-là dans Isaac Asimov. Alors, ces objets s'appellent pour l'instant électrons positifs ou positrons, mais c'est tout. Ils ne s'appellent pas antimatière. Et en fait, le mot antimatière, il date d'avant ça. Le mot antimatière, antimatter en anglais, il date de 1896. J'en ai retrouvé la trace en 1896 dans un article qui s'appelle Potential Matter, a Holiday Dream. C'est un physicien qui écrit ça à titre de jeu intellectuel en physicien et se dire, voilà comment il appelle l'antimatière. Voilà d'abord la première argument. Il dit, bien, on voit quand même que dans notre univers, il y a des charges positives et négatives. Il y a des mouvements électriques positifs et négatifs. Il y a des charges positives qu'on connaît. Il y a des magnétismes nord et sud. Alors pourquoi il n'y aurait pas une matière qui serait gravitationnelle et disons antigravitationnelle, voilà, qui aurait une influence, un comportement opposé. Si on voit la gravitation, la masse comme la charge gravitationnelle, il y a des masses positives, on ne connaît que des masses positives. Pourquoi il n'y aurait pas des masses négatives? Et puis on pourrait imaginer peut-être des systèmes solaires composés de cet antimatter. Et il appelle ça l'antimatter, c'est cette matière qui aurait un comportement gravitationnel différent, qui serait comme le pôle nord au pôle sud, le plus au moins pour l'électricité, et puis cet antimatter à la matière ordinaire. Donc c'est dans ce contexte-là, à titre de, disons, de libre pensée scientifique, qu'il évoque le mot antimatter. Alors la matière dont il est question, nouvellement découverte par Anderson et supposée par Dirac et qui a été confirmée par Anderson, en fait, en 1935, il y a un physicien américain qui s'appelle Vladimir Rodjansky qui propose de l'appeler la matière contraterrène. Plus exactement, il écrit un article dans lequel il s'intéresse aux conséquences de cet électron positif sur la physique des particules de l'époque, de 1935, et il utilise le mot contraterrène
pour désigner cette matière nouvelle. Alors, parce que bien sûr, s'il y a un électron positif, peut-être y a-t-il un proton négatif, et donc il se plaît à essayer de discuter des conséquences possibles de la découverte de cet anti-électron, on dirait aussi anti-électron maintenant, de cet électron positif. Vous voyez que le mot qui désigne ce qui deviendra plus tard l'antimatière, c'est pas l'antimatière telle qu'elle a été nommée historiquement, elle s'appelle matière contraterrène, vous allez voir la suite de ce mot. Alors ensuite, la SF, elle arrive très vite en scène, encore une fois, dans cette nouvelle de Roaring Blood de Frank Belknap-Long, 1936, donc là on est 4 ans après la découverte du positron. Alors regardez ce qu'il met. Je suppose que vous êtes familier avec les théories de Paul-Adrien Maurice Dirac, le jeune physicien britannique, qui a supposé qu'il ne pouvait pas exister quelque chose comme un vide parfait, mais que c'était une région de l'espace qui était composée d'électrons remplis d'électrons négatifs et que blablabla. Donc il fait explicitement référence à Dirac et il fait référence à... Là, on cherche le mot positron, on ne voit pas de quoi il fait référence. C'est quoi ce vide rempli d'électrons négatifs? Eh bien, ça vient de l'idée que c'est, d'un problème que voyait Dirac, c'est que si maintenant ces électrons positifs existent et s'il y a des états d'énergie négatifs qui viennent de ces solutions, qu'est-ce qui se passe si j'ai une particule qui est dans une zone d'énergie positive et qui descend dans une zone d'énergie négative? Elle émet de l'énergie, parce qu'elle émet de l'énergie, mais comme elle est maintenant énergie négative et qu'il y en a encore plus bas, elle peut continuer à tomber indéfiniment vers des états d'énergie négative de plus en plus négatifs et émettre une quantité infinie d'énergie. Et ça, évidemment, c'est pas ce qu'on constate. Le vide ne rayonne pas une quantité infinie d'énergie. Et ce problème qui se pose tout de suite à Dirac, avec ces solutions d'énergie négative qui seraient infiniment présentes dans les énergies vers le bas, lui pose problème. Il dit, la solution, pour régler ce problème, eh bien, on va remplir ces états d'énergie négative. C'est la vision qu'il en a à l'époque. Maintenant, la théorie quantique des champs, l'électrodynamique quantique a résolu cette question d'une autre façon, mais ce n'est pas le but de la conférence d'en discuter. Il remplit ces états d'énergie négative d'électrons. Donc vous imaginez le vide, ce n'est pas le vide, c'est les états d'énergie négative remplis d'électrons à ras-bord. Parce que quand c'est à ras-bord, alors ça c'est en physique quantique, on ne peut pas rajouter, on peut pas mettre deux fermions, que sont les électrons, dans le même état quantique, et que ce principe de Pauli, d'interdiction de mettre deux particules quantiques dans le même état, interdit de remplir plus ces états d'énergie négative que ceux qu'ils sont déjà. On ne peut pas rajouter une particule dans ces états s'ils sont complètement remplis. Alors voilà le petit dessin que je représente. Il y a les états d'énergie négative en rouge, en bleu d'énergie positive, ça commence à MC2, M c'est la masse de l'électron, il y a un minimum, il faut qu'il y ait l'électron. Les états rouges sont entièrement remplis et on appelle ça la mer de Dirac. Donc une hypothèse un peu poussée, il existe un continuum d'états d'énergie négative jusqu'à moins l'infini, entièrement rempli d'une infinité d'électrons. Vous voyez le saut mental, c'est un peu une fiction aussi, on parle entre science et fiction, que la fiction fait aussi partie des sciences d'une certaine façon pour essayer de se représenter des concepts ou de se les forger avant de les établir. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si maintenant je donne de l'énergie à cette mer de Dirac, je mets un petit éclair d'énergie, je mets un petit coup d'énergie, il y a un électron qui va monter dans un état d'énergie positive, il faut que je donne assez d'énergie, l'électron monte, et qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse un trou dans la mer de Dirac, et qu'est-ce que nous dit Dirac? Il dit bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai matérialisé un électron négatif d'énergie positive, et le trou, c'est un électron positif d'énergie négative. En donnant ce choc, j'ai créé spontanément une paire positron-électron. Et cette paire créée, si l'un et l'autre se rencontrent, si l'électron d'en haut tombe dans le trou d'en bas, ça rend l'énergie que j'ai mis au système et les deux particules disparaissent. Il y a annihilation de la matière avec sa contrepartie d'antimatière. Et ça, c'est ce qu'on a rapidement constaté dans les accélérateurs. La particule et son antiparticule se rencontrant, s'annihilent, je vous montrerai tout à l'heure des images, s'annihilent et produisent de la lumière. Donc ça, on voit tout de suite, il est capable, avec cette mer de Dirac, qui est une sorte de fantasme physicien, qui est assez difficile à justifier autrement que par la fonctionnalité mentale que ça donne, d'essayer de comprendre comment c'est possible de créer forcément, quand on fait une création d'antimatière,
par des collisions par exemple, on crée forcément une paire de particules et un électron et son anti-électron. Alors tout de suite, la science-fiction s'empare de ça. Regardez cette nouvelle de John D. Clarke, Astounding Stories 1937, Minus Planet, la planète négative. Ben, ça veut dire quoi? Une planète dont tous les électrons ont changé de signe, tous les protons ont changé, toute la matière a changé de charge électrique. Bref, une planète d'antimatière qui se dirige vers la Terre. Et si rien n'est fait, on est foutu. Alors dans l'histoire, ils s'en sortent en balançant la Lune sur la planète d'antimatière, ce qui a le mérite de détruire la Lune, c'est embêtant, mais de surtout empêcher que la planète d'antimatière écrabouille la Terre. Et dedans, qu'est-ce qui nous explique? Regardez, que cette matière, elle est faite de protons et de neutrons. Neutrons, ça désignait à l'époque, alors on n'avait pas encore bien compris la structure du proton, du neutron, mais ils pensaient qu'un proton, c'était un assemblage, un neutron et un positron. Et puis de l'autre côté, le neutron plus l'électron, ça fait ce qu'il appelle un antron. Et puis que cette matière de cette planète, minus planet, est formée de ces particules-là, et qu'en collisionnant nos particules à nous, ça va s'annihiler, il restera des neutrons, a mob of neutrons and a flock of radiation, et du rayonnement de la lumière. Donc, matière plus antimatière égale beaucoup d'énergie, égale beaucoup de lumière, et donc la science-fiction, elle s'en empare tout de suite. Le truc qui fait boum, la science-fiction, elle aime bien ça. Ça fait tout de suite des choses spectaculaires, dangereuses. Vous allez voir, vous arrivez, on va voir dans un instant, mais je ne vais pas vous déflorer le truc pour l'instant. Bref, au final, on voit bien que ce qui se produit du côté de la physique a tout de suite des retombées dans des histoires de science-fiction produites dans cette revue très célèbre, notamment Astounding Stories. Alors cette annihilation, la voilà. Vous voyez, c'est un diagramme authentique. Alors cette fois-ci, c'est plus une chambre à brouillard, c'est une chambre à bulles. Donc là, c'est un peu l'inverse. Cette fois-ci, c'est dans un liquide. Et on met le liquide dans un état thermodynamique tel qu'une perturbation produit des gouttes de vapeur dans le liquide. Et donc la particule qui traverse la chambre à bulles, ça produit une traînée de bulles, de microbules. Et ce qu'on voit ici, ce sont les trajectoires matérialisées par ces microbules et photographiées. Il faut dire que c'est comme ça que ça fonctionnait. Il faut imaginer la physique de ces années-là, des années 83. C'est pas si vieux, c'est 1993. Il y avait encore des photographies de chambres à brouillard. Et après, il y avait des gens qui analysaient ces courbes-là à la main pour savoir ce qui se passait. Alors, quand on a ça qui sort, le boson de Higgs est dedans, débrouillez-vous. Bon, c'est pas le boson de Higgs, mais c'est un peu ça l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette trajectoire? Il y a une trajectoire qui est intéressante. Ici, il y a une collision qui se produit parce que ça trace... Alors, il faut que je me déplace, sinon je vais voir que dalle. Moi, je suis trop décalé, là. Il y a une collision qui s'est produite ici. Il y a une trace qu'on peut suivre là, qui est celle-ci. Voilà. Il y a une collision qui s'est produite sur le milieu, avec une particule incidente. Il y a cette trace analysée nous dit, c'est un positron, qui a la masse de l'électron, une charge positive, et puis là, poum, le positron, il disparaît. Il n'est plus là. Et puis, il est annihilé avec un électron du milieu, un électron des atomes qui sont dans le liquide qu'il traverse. Et puis, regardez un peu plus loin, le positron qui est là, poum, et après, il n'y a rien, mais si on prolonge, là, ça redémarre ici tout seul, et il y a un machin dans un sens et un machin dans l'autre sens. Une particule positive, une particule négative, et qui se sont matérialisées. Il y a eu une paire électron-positron qui s'est matérialisée ici. Matérialisée grâce à quoi? Grâce aux photons, grâce à la lumière qui a été émise, très haute énergie, émise ici au moment de l'annihilation. Cette lumière s'est propagée, elle n'est pas chargée électriquement, donc elle ne se voit pas dans le détecteur, elle n'est pas déviée et elle n'influence pas le détecteur. Et puis, ici, en tapant sur un électron du milieu, elle a poussé l'électron et créé une paire électron-positron qui s'est matérialisée derrière. Vous voyez, c'est le genre de plaisir que sont les physiciens des particules. Alors maintenant, c'est un peu automatisé, ça va plus vite. Vous voyez, en 93, c'était encore comme ça. Et donc, on voit qu'il y a cette possibilité d'annihilation de matière-antimatière, et ça produit de la lumière de très haute énergie, qu'on appelle les rayons gamma, et à l'inverse, de la lumière de haute énergie qui frappe une particule. Un électron, par exemple, peut produire un électron qui a pris un coup, donc il est plus rapide, et éventuellement une paire électron-positron créée en supplément. Alors, la matière contraterrène, dont il est question, donc qu'a nommé Rodjansky, où est-ce qu'elle peut être? Alors, dans sa conférence Nobel, Dirac évoque la possibilité qu'il y ait des étoiles qui soient faites de positrons et de protons négatifs
Donc vous voyez, il n'utilise pas contraterrène, le mot n'a pas encore été forgé, mais il parle de positrons et de protons négatifs en généralisant ce qui a été trouvé pour l'électron au proton et dire que alors il y aura des atomes qui sont faits au lieu d'être protons et d'électrons, ils seront faits de protons négatifs et d'électrons positifs et ils seront tout à fait identiques aux atomes ordinaires et qu'on pourrait imaginer des planètes, des étoiles, des galaxies entières faites de cette façon et que de loin, on ne pourrait pas les distinguer de la matière ordinaire, du rayonnement qu'elles émettent, des comportements gravitationnels qu'elles ont. On ne pourrait pas les distinguer. Ça, c'est une hypothèse que fait Dirac dès sa conférence Nobel. Il pourrait y avoir des étoiles d'antimatière qui ne s'appellent pas encore l'antimatière. Rodjansky, lui, il pose cette question-là à propos des astéroïdes, parce que sa question, c'est après, est-ce qu'on pourrait matérialiser ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas des astéroïdes, des comètes qui seraient constituées de matière contraterrène? Il écrit cet article, The Hypothesis of the Existence of Contraterrene Matter, dans Astrophysical Journal, une revue très importante en astrophysique, et il se dit, si cette matière, si des astéroïdes de matière contraterrène existent, comme ils vont croiser dans notre système solaire aussi de la matière habituelle, la matière terrène, la matière habituelle, alors ils vont être échauffés par l'annihilation matière contraterrène, matière terrène, et il estime la température à laquelle ils pourraient être portés, quelques centaines de degrés Celsius, et donc ils vont rayonner, et donc il dit, cherchez, les gens qui étudient les astéroïdes, cherchez si vous ne trouvez pas des astéroïdes chauds, des machins qui rayonnent à 2000 Kelvin, qui sont visibles, un peu en lumière visible, et 1000 Kelvin, un peu en lumière visible, et en lumière infrarouge, qu'on ne savait pas encore tout à fait bien détecter à l'époque quand même. Donc il dit, regardez les astéroïdes chauds. Si vous en voyez un, c'est peut-être un astéroïde d'antimatière. 1941, il y a un spécialiste de météorites américain, un astronome américain qui s'appelle Lincoln Lapaz, qui fait une hypothèse, parce qu'à l'époque, on sait qu'il y a des météorites, il y a des cailloux qui tombent du ciel, si je veux dire, depuis 1804, la découverte de Biot, enfin pas la découverte, l'analyse de Biot de la chute de l'Aigle en France, la ville de l'Aigle, dans le département de l'Orne. Il y a une météorite qui est tombée et pour la première fois, une enquête sérieuse a été faite parce que tous les gens du coin disent il y a des cailloux qui sont tombés du ciel. Évidemment, on n'a plus longtemps considéré que c'était des billevesées. En fait, pas du tout. On s'est bien rendu compte que des pierres tombent du ciel. On appelle ça maintenant des météorites et on les analyse. C'est des pierres extraterrestres extrêmement intéressantes, évidemment. Et dans certaines de ces météorites, on se doute qu'elles peuvent faire des cratères. C'est le cas du fameux météore cratère en Arizona, un machin qui fait 1 kilomètre de diamètre et quelques centaines de mètres de profondeur. Donc c'est un bon caillou qui est tombé il y a 50 000 ans environ. Et il y a des endroits dont on sait, c'est le cas de la météorite de la Tunguska, enfin de l'événement de la Tunguska en 1908, où il y a un objet qui a réduit en allumettes 2000 km² de forêt. Personne n'était là sur place pour le vérifier, mais 3 ans après, les expéditions ont été là-bas et ont vu les 2000 km² réduites en poussière, si j'ose dire, en allumettes. Et on a entendu le bruit, la boule de feu, enfin bref, il s'est passé un truc, mais il n'y a pas de cratère. Donc il semble qu'un truc soit tombé du ciel et bousillé des trucs sur Terre sans faire de cratère. Et alors, comme dit Lincoln Lapaz, il dit peut-être que c'était un astéroïde de matière contraterrène ou une météorite de matière contraterrène qui s'est volatilisée, qui a entièrement disparu en rencontrant l'atmosphère terrène, de matière terrène de la Terre. Donc, il propose que certains impacts, dont celui de la Tunguska, étaient provoqués par la chute d'un astéroïde de matière contraterrène. Alors, son collègue Harvey Nininger lui dit « t'es un guignol ». Il dit ça va pas du tout, il n'y a pas besoin d'avoir des hypothèses extraordinaires pour expliquer l'événement de la Tunguska, c'est juste une fragmentation haute altitude, enfin il y a d'autres modèles concurrents. Il y a toute une controverse à cette époque dans le milieu météoritique américain pour savoir est-ce que la météorite de la Tunguska, enfin l'événement de la Tunguska en 1908 dans la Sibérie était ou pas une météorite contraterrène. Donc vous voyez que ça agite l'idée de savoir cette matière elle existe, est-ce qu'il y a des astres formés de cette matière, que ce soit des météorites, des comètes, des étoiles. Alors de l'autre côté de la science-fiction, voilà ce qui se passe dans Astounding Science Fiction, toujours. Astounding Science Fiction, c'est une revue qui est dirigée par John Campbell, son rédacteur en chef. John Campbell, c'est une formation de physicien nucléaire. Et lui, il veut qu'il y ait de la science dedans. Et ce qu'il fait, il continue le lien ancien de la science-fiction avec la diffusion des connaissances scientifiques. Si on pense à Jules Verne ou à d'autres auteurs qui ont aussi promu un certain didactisme des sciences dans leurs œuvres de fiction, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, John Campbell? Il suggère à des auteurs, là, en l'occurrence Robert Richardson, qui est aussi un auteur de science-fiction, qui a écrit des œuvres de fiction sous le nom de le pseudonyme de Philippe Latham. Il demande à Richardson, qui est physicien, tu nous fais un article sur
inside-out matter. Il faut trouver un nom un peu, la matière retournée, la matière inversée, sur ce qu'on n'appelle toujours pas l'antimatière. Dans l'article pédagogique que fait Richardson, dedans, il y a un atome d'hélium normal avec les protons et puis les neutrons. Alors les neutrons, il les met plus-moins. Et puis les protons, c'est des plus-moins, c'est des neutrons avec un plus. Le plus étant l'anti-électron, le positron. Et puis de l'autre côté, il fait l'atome d'hélium, cette fois-ci contratérène, où on remplace les protons par des protons négatifs, l'alliance d'un neutron et d'un électron, et puis de l'autre côté, des neutrons toujours, et le nuage électronique n'est plus un nuage électronique, mais un nuage positronique. Et puis il nous raconte qu'est-ce qui se passe quand ils se rencontrent, ça fait de l'annihilation entre les électrons et les positrons, de la lumière, et puis il reste des neutrons. Donc il nous parle de l'état de l'art, de ce qu'on comprend de cette matière contratérène, et c'est un article à visée pédagogique dans Astounding Science Fiction, et dedans il fait explicitement référence à la météorite de la Tunguska. Là je l'ai encadré, c'est peut-être pas très lisible, mais il fait référence à la météorite de la Tunguska en disant qu'il y a des gens qui pensent que peut-être c'est un événement dû à une matière contratérène. Donc vous voyez, premier temps, donc il faut penser que John Campbell est aussi un éditeur de revue, donc il veut vendre du papier, pour dire les choses un peu brutalement. Première étape, il éduque ses lecteurs, il leur donne des billes sur la matière contratérène. Deuxième étape, il va faire des nouvelles avec ça. Alors ce que dit aussi Richardson, ce qui est assez intéressant, il a une conclusion qui peut ouvrir des perspectives pour les histoires, qui vont justement servir dans les histoires qui sont publiées ensuite. Il dit, avant d'arriver sur une planète nouvelle, il ne faut pas se poser dessus comme ça. C'est un peu con. Si c'est une planète en antimatière, enfin en matière contratérène, ben vous êtes annihilé, votre vaisseau, vous, tout le monde disparaît. Donc vous arrivez en orbite autour de la planète nouvelle, vous jetez un truc dessus, en matière terrestre, une assiette, un truc. S'il ne se passe rien, tout va bien, vous pouvez vous poser. S'il y a une grosse explosion, n'y allez pas. Vous voyez, c'est assez rigolo. Tout de suite, il vous dit, ben, s'il y a ça, ça a des conséquences si on devait y aller en termes d'histoire de fiction. On retrouve la même chose dans Arthur Clarke, dans le Rendez-vous avec Rama. Le Rendez-vous avec Rama, c'est un vaisseau Rama, un vaisseau interstellaire extraterrestre qui n'est pas habité, automatique, qui passe dans le système solaire et qui s'en va. Il croise le système solaire et il s'en va. Et les humains le voient arriver, réalisent que c'est un artefact extraterrestre, rentrent dans le vaisseau, l'étudient. C'est une rencontre extraterrestre sans les extraterrestres, juste avec un artefact extraterrestre. Et au début, eh bien, ils hésitent à se poser sur le truc. On ne sait jamais. Est-ce qu'on va rentrer dedans? Si jamais il est fait en matière contratérène, on est foutu, quoi. Ça va exploser et on pourra pas l'étudier. Donc là, il appelle ça antimatière. On est en 73. Le mot antimatière est devenu le mot dominant pour désigner cette nouvelle forme de matière. Et donc, comme je disais, dans Astounding Science Fiction, à peine 2 mois après, il y a un certain Will Stewart, qui est le pseudonyme d'un autre auteur qui s'appelle Jack Williamson, qui publie directement des articles, des textes, Collision Orbit, Minus Sign, toute une série de nouvelles fondées sur la matière contratérène. Donc la possibilité que quelqu'un qui n'a pas trop réfléchi se pose sur un astéroïde qui est en matière contratérène, boum, ça explose. Et on va faire de l'exploitation, ça produit beaucoup de lumière, donc beaucoup d'énergie, super pour faire de l'énergie. Alors la question c'est où est la pelle pour creuser dans la mine de matière contratérène? Parce que si vous prenez avec une pelle de matière terrestre, c'est embêtant. Vous dites prenez une pelle de matière contratérène, très bien, mais comment vous tenez la pelle de matière contratérène pour piocher dedans? Vous voyez, donc ça pose donc des petits problèmes intéressants, hein, de petites logiques, de simplement comment on fait quoi pour exploiter ça et pour en faire quelque chose. Et il met ça en forme sous ces nouvelles. C'est une série de nouvelles qui va s'appeler, il va les regrouper, on va le voir plus tard, il va regrouper tout ça, en faire un fix-up, et qui va s'appeler CT Ship, CT comme CT en anglais, CT, contratérène, les vaisseaux contratérènes, les vaisseaux propulsés à l'énergie contratérène. Il y a opposite react aussi, les opposés réagissent, et là on les voit, ils sont en train de forger, vous voyez, il y a des forges à matière contratérène, enfin voilà, c'est de la science-fiction dans son plus pur style, des fois un peu délirante, on va dire, mais avec l'exploitation de ce filon scientifique. Alors il y a ce film aussi que je trouve assez intéressant, de ce point de vue-là, The Giant Claw, un film de 1957, dont je vais vous montrer un extrait, et vous allez voir ce que raconte le scientifique. The Giant Claw. The atom is the basic building block of all matter. The atom this model represents is like every atom as we know it.
The nucleus is positive, the electrons are all negative. D'accord, donc il vous donne le modèle d'atome habituel. Tout le monde, je ne sais pas si tout le monde comprend l'anglais dans la salle. Donc il nous dit, la matière, elle est faite d'atomes, et les atomes, ils ont un noyau positif et des électrons négatifs autour. Et c'est le modèle atomique classique avec les ronds autour d'un noyau, un modèle planétaire qui a des vertus visuelles, mais qui est complètement faux du point de vue technique, si j'ose dire, mais qui est très utilisé et qui évidemment était en particulier à cette époque-là. In this respect, it has been maintained that all atoms are alike, but this is wrong. Voilà, tous nos atomes sont pareils, mais attention, c'est faux. All wrong. According to the law of electrodynamics, En accord avec les lois de l'électrodynamique, discipline qui est en train de naître, l'électrodynamique qui donnera l'électrodynamique quantique. all nature is symmetrical. It is in balance. And if there is matter, then there must also be antimatter. Et s'il y a de la matière, il y a aussi de l'antimatière. Le monde est symétrique. On ne peut pas avoir de la matière sans antimatière. A symmetrical mirror image. Now here we have a positive nucleus, negative electrons. In the reverse, we must obviously have a negative nucleus with positive Et electrons. on doit avoir l'inverse. Puisqu'on avait un noyau positif des électrons négatifs, on doit avoir un noyau négatif des électrons positifs. Ça doit aussi exister. Science has proved that this is so. Not in this Earth, nor in this solar system. La science a montré que c'était vrai, mais pas ici, pas dans notre système solaire, ou pas sur cette Terre, Somewhere in the universe, mais quelque part dans there l'univers. are stars, planets, whole galaxies made up of antimatter. Il y a des étoiles, des planètes, des galaxies entières faites d'antimatière. Donc là, on voit l'idée initiale d'abord de Rojansky pour les astéroïdes, de Dirac imaginé dans sa conférence Nobel. Et dans l'histoire, effectivement, The Giant Claw, c'est un être extraordinaire qui vient d'une galaxie d'antimatière et qui vient affliger les humains. Alors, le film, s'il était assez à la pointe, on va dire, de la physique de l'époque et de l'explication pédagogique, est plutôt pas mal faite en liaison avec cette connaissance à l'époque. Les moyens techniques, initialement dans ce film, ils devaient utiliser les talents. Vous avez peut-être vu ce film dont Ray Harryhausen a fait les animations, cette bataille de squelettes. J'oublie le titre qui m'échappe maintenant, je suis vieux, on va me le rappeler. Les voyages de Jason et les Argonautes. Voilà, Jason et les Argonautes. Des scènes extraordinaires. Enfin, ceux qui n'ont pas vu ça, on trouve sur YouTube. C'est waouh, on se dit c'est super. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. C'était Claude. Enfin, on parle entre vieux, Claude. Je suis désolé, mais c'était un truc incroyable. Donc, Ray Harryhausen, qui est un animateur de génie, il devait faire les effets spéciaux de ce film, puis c'était un peu trop cher. Donc, ils se sont rabattus sur des animateurs moins de génie. Et l'être extraordinaire d'antimatière qui s'appelle la carcagne, en français dans le film américain, enfin en québécois plus exactement, parce que c'est aussi un mot, roder la gueule. Donc là, du coup, ça fait moins sérieux, on a moins envie d'y croire, le film était pas mal. La carcagne, j'aime bien. Et donc la carcagne, c'est une créature d'antimatière qui vient affliger nos pauvres humains. Alors, elle est d'antimatière, mais il a toute une protection, parce que sinon, dans l'atmosphère de la Terre, évidemment, elle s'annihilerait. Et ils arrivent à s'en débarrasser grâce à un faisceau de muons, qui sont aussi des particules qui ont été découvertes par... Enfin oui, ils mélangent un peu tout pour faire un bricolage de science-fiction classique, mais ils mélangent des choses qui font sens du côté des sciences, même si utilisées bizarrement. Alors la série de Jack Williamson, Will Stewart, est devenue la City, ça s'appelait comme ça, City, mais vous voyez, quand vous le prononcez City, il faut voir CT, Contraterrène, la City Series, et c'est devenu, en français, la traduction, la nef d'Antime. Alors, c'est une traduction qui n'est pas de la même époque. La nef d'Antime, sous-entendu antimatière, et dans un cas, c'est City, c'est la matière contraterrène, c'est encore ce mot-là qui prévaut, alors que on est déjà en français, dans la traduction française de Will Stewart, qui est une traduction de 1962, on dit déjà le mot antimatière. On va revenir sur ce passage entre contraterrène et antimatière. Et puis au début de la nef d'Antime, la traduction française, alors je mets la traduction française, mais c'est au début aussi de l'anglais évidemment, il y a le professeur qui nous explique que l'antimatière a dû se former dans une autre partie de l'espace où le temps va à l'envers.
Alors, vous voyez, encore une autre propriété qu'on donne à l'antimatière, elle est anti, elle a un signe opposé, minus sign, minus planet, minus matter, ou la inside-out matter, et puis d'autre part, la matière contre-terrène aussi, l'idée de matière contre-terrène, et puis l'idée que ça explose, enfin, que quand on mélange matière-antimatière, il se fait boum. Et là, le temps va à l'envers, l'antimatière, le temps va à l'envers. Alors à quoi ça fait référence cette affaire? Eh bien c'est que dans l'équation qui décrit la propagation d'une particule chargée dans un champ électromagnétique, une équation comme ça pour décrire ça, eh bien changer le signe de la charge électrique, ça revient à changer le signe de son temps propre. Le produit des deux intervient, et si vous changez le signe de l'un, bah, vous pouvez changer le signe de l'autre, et ça ne change pas le signe du produit dans l'équation. Et donc, une particule qui se propage vers le futur est identique à une particule de charge opposée qui se propage vers le passé. Ça, c'est un constat froidement mathématique à partir de l'équation qui régit l'évolution, la propagation d'une particule chargée dans un champ électromagnétique. Et ce qui se passe, c'est qu'un physicien suisse qui s'appelle Ernst Stuckelberg a dit, eh bien, finalement, les solutions d'énergie négative de Dirac, on va les interpréter autrement. On pourrait les interpréter comme une antiparticule, une charge électrique de signe opposé, remontant le temps. Il ne s'agit pas qu'elle remonte vraiment le temps, ça pose des tas de problèmes de causalité, de violation du principe de causalité et des tas de paradoxes, mais on pourrait les interpréter comme ça. Et ça, c'est dans un article qu'il a publié, Stuckelberg. Et d'ailleurs, c'est si vrai du point de vue factuel, en regardant les équations, on pourrait comprendre ces solutions à énergie négative associées aux antimatières comme une particule qui remonte le temps. Ça pourrait être ça, on pourrait la lire comme ça, même si cette idée de remonter le temps ne fait pas tellement sens en physique, que dans les diagrammes de Feynman, 1948, pour diagrammes de Feynman, les diagrammes de Feynman, c'est des petits dessins, comme là, vous voyez, c'est des petits dessins, qui représentent une représentation graphique d'équations. Ceci est une équation, mais vous avez l'impression que c'est un dessin. Alors l'équation qui est derrière, on s'en fout un peu, mais regardez comment représenter l'électron. Horizontalement, c'est l'espace, verticalement le temps. L'électron se propage dans l'espace et dans le temps, avec une flèche qui va vers le futur. Et regardez comment représenter l'électron. C'est le petit dessin qui représente le positron. Ça ne veut pas dire qu'il va vraiment dans ce sens-là. On représente le positron comme une flèche qui va dans le sens opposé. D'accord ? À cause de cette propriété mathématique, pour le représenter, le petit dessin, alors qu'en fait, tout se passe de bas en haut, du passé vers le futur habituellement, mais le petit dessin qui représente le positron, l'électron positif, E+, eh bien, c'est une flèche qui remonte le temps dans le petit dessin. Donc ça n'est rien d'autre qu'une représentation. D'accord ? Ce n'est rien d'autre qu'une représentation, mais ça permet de distinguer quand on dessine une flèche qui va vers le passé, c'est que c'est une antiparticule dans les diagrammes de Feynman. Et ensuite, ce petit dessin-là, eh bien, on peut le traduire en équations qui régissent l'interaction qui vient de se produire. L'interaction qui vient de se produire, c'est l'annihilation d'un électron et d'un positron. Ils se sont rencontrés et ils ont disparu en produisant deux photons, les gamma, les petits aiguilles oscillants là, qui sont deux photons qui s'échappent de l'annihilation. Bref, on voit aussi que la science-fiction prend des idées qui sont des idées de physique, de discussion, d'interprétation, de façon de manipuler les équations, c'est de comprendre ce qu'on fait. Alors, à un moment donné, le mot antimatière va l'emporter. Là, j'utilise un outil de Google qui s'appelle le Ngram Viewer. Je vous recommande cet outil qui est assez intéressant. À partir du corpus de texte scanné par Google, il y a vraiment des milliards de pages, littéralement, peut-être pas des milliards, mais beaucoup de pages scannées par Google, en français, en anglais, en italien, en tchèque, en tout ce qu'on veut. Alors évidemment, beaucoup en anglais, moins en français, mais il y en a en espagnol, mais en français. On peut demander au corpus scanné par Google la fréquence d'occurrence d'un mot. Par exemple, Einstein, et vous regardez la fréquence de l'apparition du mot Einstein dans tout le corpus scanné par Google. Et vous allez voir des hauts et des bas. Vous pouvez regarder ce que j'ai fait là, les deux mots contraterrène en bleu et antimatter en rouge. Et vous voyez qu'il y a longtemps, on n'en parle même pas, ben ça n'existe pas. Et puis à un moment donné, il y a le mot l'antimatière n'existe pas, et le contraterrène est forgé en 1940 par Rojansky. Et on voit en bleu, ça commence à monter, l'occurrence de ce mot dans les textes commence à monter parce que on l'utilise. Et puis il descend. Ça glandouille un peu avec des petits hauts et des bas, et regardez ce qui se passe après 1950, aux environs 1950, il y a une remontée considérable du mot antimatter, qui juste là était absolument négligeable, et puis le mot contraterrène reste minable et on l'utilise quasiment plus. Il y a un moment donné où c'est le mot antimatter qui l'emporte définitivement, on ne parle plus que
d'antimatière. Et ce mot antimateur, il est forgé juste au moment, ça commence à monter au moment, 1955, où Owen Chamberlain et Emilio Segre, un physicien italien et britannique ouais, découvrent le proton négatif, l'antiproton. Ils utilisent le bévatron de Berkeley aux États-Unis, un accélérateur de particules, on dirait maintenant, de plus petite taille que ce qu'on fait maintenant. Ils utilisent le bévatron et dans les faisceaux de particules et les collisions qu'ils provoquent et dans les images photographiques qui sont produites, on détecte la trace d'un antiproton, enfin d'un proton négatif. Et là, il y a l'électron positif, il y a le proton négatif, maintenant c'est sûr, donc c'est parti. Il va falloir qualifier cette matière dont le signe de la charge a changé. Et le mot qui a été utilisé, c'est antimatter. Et voilà le tableau du bévatron. Hein, il marque ici le résultat. Là. Ici, on a trouvé 38 antiprotons sur 1,8 million de particules produites dans les collisions. On a vu 38 antiprotons et ils sont convaincus que cette particule existe. Ce n'est pas un artefact expérimental et ils sont super contents. C'est la découverte de l'antiproton. Donc à partir de là, le mot contraterrène disparaît à peu près des radars, ça devient l'antimatière, ça devient un sujet à part entière, puisque maintenant on va aussi produire des accélérateurs de particules de plus en plus énergétiques, avec des collisions de plus en plus énergétiques, et donc produire plein d'autres particules, réaliser que le muon, il y a des antimuons, enfin là il y a des anti à toutes particules qu'on connaissait déjà vaguement. Et puis, il y a toute une quête qui se poursuit. En 58, on revient sur la Tunguska. Et finalement, on redit encore que peut-être la Tunguska, quand même, ça pourrait être une météorite d'antimatière. En 65, il y en a qui se disent la question de la météorite de la Tunguska, quand même, ça pourrait vraiment être de l'antimatière. Vous voyez que l'affaire, elle n'est pas lâchée. La Tunguska, l'air de rien, c'est un événement. On n'a toujours pas bien compris, enfin, à l'époque. Maintenant, on est tout à fait convaincu que c'était juste de la matière normale qui est tombée, qui s'est fragmentée dans l'atmosphère et qui a produit cette onde de choc. Et il n'y a pas eu de débris, tout a été dispersé en poudre, si j'ose dire. Mais il y a toujours cette idée, et Rojansky, toujours lui, en 43, il est toujours là, Rojansky date des années 40, en 73, il est toujours là, il dit « La comète Kohoutek », très grande comète en 73, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est les plus anciens d'avoir vu cette comète qui était très spectaculaire en l'année 73, eh bien, il dit il faudrait la regarder parce que si elle émet de la lumière gamma, alors peut-être cette comète, elle est en antimatière. Pourquoi la comète Kohoutek? Elle a une orbite parabolique, donc elle vient de en dehors du système solaire. Alors ça permet de tester un astre qui serait en dehors du système solaire habituel, une orbite parabolique, donc elle n'est pas liée au Soleil, elle s'approche et elle s'en va. Et puis ça continue. Alors sur les sursauts gamma, ça c'est une histoire intéressante de 1996, c'est qu'on a découvert les sursauts gamma à partir des observations des satellites militaires américains qui étaient chargés de regarder les explosions nucléaires au sol, donc il est détecté en rayonnement gamma, et puis ils ont vu aussi des spots gamma, mais qui étaient vers le ciel. Alors c'était assez inquiétant. Est-ce que c'était des armes nucléaires qui explosaient dans l'espace ou quoi? Alors ils se sont convaincus que ce n'était pas des armes nucléaires dans l'espace, mais de quoi ils s'en foutaient un peu. Le jour où ils ont lâché leurs données, elles ont été déclassifiées. Les astrophysiciens ont dit mais ces trucs-là dans l'espace qui pètent, vous êtes sûr que ce n'était pas des armes nucléaires? Ouais, c'est sûr. Et alors c'est quoi? C'est un truc du ciel, quoi. Enfin, c'est un objet céleste. Et on a appelé ces objets les sursauts gamma, qui avaient des durées assez courtes, assez brèves, de quelques secondes, à quelques dizaines de secondes, quelques minutes, de la seconde, 10 secondes jusqu'à 60 secondes, une centaine de secondes. Donc, vous voyez, un intervalle assez bref. Et ces sursauts gamma, ils se posaient la question, c'est quoi ces trucs? D'où ils viennent? Comme on ne les a pas, on ne connaît pas la distance, est-ce que c'est un astre peu lumineux et proche ou un astre extraordinairement lumineux et lointain? Enfin, on ne sait rien. En astrophysique, on n'a pas la distance, on est bien embêté. Et bien, il a fallu du temps pour se convaincre de ce que c'était. Ce serait toute une conférence géniale à faire sur les sursauts gamma. Je vous recommande d'inviter d'ailleurs le camarade de Frédéric Day, il est peut-être déjà venu. Frédéric, voilà, bon, voilà, super. Sur cette question-là, qui est vraiment une question extrêmement intéressante, c'est son histoire aussi. Mais enfin, il y a eu l'idée que peut-être que les sursauts gamma, c'était de l'annihilation d'objets d'antimatière avec un objet de matière, et que ce flash gamma qu'on voyait, c'était le résultat de cette annihilation. Et ce seraient des objets pas très lointains, dans ce qu'on appelle le nuage de Oort, quelque chose qui est à 10 puissance 5 ou 10 puissance 4 ou 10 puissance 5 unités astronomiques, 10 000 à 100 000 fois la distance Terre-Soleil, ça a l'air assez loin, mais c'est encore les frontières gravitationnelles du système solaire. Et puis j'ai des copains, mon copain Peter von Balmos et d'autres, qui en 2021 ont publié un papier pour se dire, est-ce qu'il pourrait y avoir des étoiles d'antimatière? S'il y en a de temps en temps, elles doivent s'annihiler avec quelque chose, au moins en tout cas produire des rayons gamma avec la matière, éventuellement la matière normale environnante, et ça devrait faire un flux de rayonnement gamma diffus
Et grâce au satellite Fermi, ils ont observé ce flux diffus et ils ont dit qu'il y avait moins de combien? Une anti-star, une anti-étoile tous les 100 000 parsecs cubes. Donc 100 000 parsecs cubes, c'est un cube qui fait 100 000 parsecs cubes de volume. Donc c'est un cube qui fait racine cubique de 100 000 parsecs de côté. Donc c'est chiant. Racine cubique de 1 million, c'est plus facile. Ça fait 100 parsecs. Donc là, ça va faire genre 30 parsecs. 30 fois 30, ça fait 1000. 30 fois 1000 fait 30 000, donc ça fait un peu plus de 30 parsecs de... Tu connais la racine cubique de 1000, de 100 000 bon, j'en sais rien, ça fait genre 40 parsecs de côté. Parsec, c'est 3 années-lumière. Donc, dans un cube qui fait 120 à 150 années-lumière de côté, il y a moins qu'une étoile, moins qu'une anti-étoile. On ne sait pas combien il y en a, c'est sans doute 0 en fait, mais ça donne une limite supérieure. Vous voyez que cette question de savoir est-ce qu'il y a des anti-étoiles, elle est toujours testée. Hein. La réponse, on pense non, pas dans notre galaxie, mais elle est toujours testée. Alors après, bien sûr, il y a la question, et c'est ce qu'on voit dans l'ANEF d'Antime, je reviens dans l'ANEF d'Antime, d'antimatière de Will Stewart, il y a la question de l'antimatière, puisque ça a des vertus énergétiques considérables, puisque finalement, dans l'annihilation matière-antimatière, c'est l'intégralité de la masse qui est transformée en énergie. C'est l'intégralité de MC2. MC2, c'est beaucoup. Si on prend 1 kg de matière, comme C au carré, ça fait à peu près 9 fois 10 puissance 16. Donc par kilogramme, c'est 9 10 puissance 16 joules par kilogramme. C'est beaucoup. Pour vous donner une idée, l'humanité, c'est 500 10 puissance 18 joules de consommation annuelle. 1 kg de matière entièrement convertie en énergie, ça fait, on a dit, 9 10 puissance 16. On va dire 10 puissance 17. Pour aller à 500 10 puissance 20, ça veut dire 500 000 kg de matière, 500 tonnes. Vous prenez 500 tonnes de matière, c'est-à-dire que dalle. Prenez quelques trains. Oui, quelques trains. Un bon train, ça fait tout de suite 500 tonnes. Hein. Vous prenez un train, vous le convertissez intégralement en énergie, ça fait tourner l'humanité pendant 1 an. On sent qu'il y a quelque chose à faire, là. Enfin, on peut choisir autre chose que les trains, bien sûr, mais je veux dire, ça serait efficace, quoi. On aurait les problèmes, tout ça, ça réglerait des problèmes. Bon, en pratique, c'est ce qu'on fait dans le réacteur à fission nucléaire, où on convertit une fraction très petite de l'énergie de masse en énergie par la brisure d'un gros noyau, comme l'uranium 235 ou le plutonium 239, brisé en deux, qui fait 2 plus petits noyaux. Et il y a une partie de l'énergie initiale, de la masse initiale, qui est convertie en énergie, une partie petite, à peu près 0,1%, quelque chose comme 0,1%, qui est convertie en énergie. Donc c'est très petit, mais c'est énorme en fait, parce que dans la chimie, c'est pareil. Hein, le camarade Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La chimie est fondée sur ça, la chimie analytique est fondée sur ça. Et il a raison, il a fondé la chimie analytique comme ça, peser les produits, enfin peser les réactifs, faire les réactions, peser les produits, c'est la même masse. En fait, c'est pas exactement la même masse, c'est très légèrement différent, si peu différent que milliardième de gramme près, on n'est pas là à chipoter, c'est la même chose, et puis les balances sont pas forcément aussi précises, mais il y a un peu dans la chimie, dans les réactions chimiques, conversion de masse en énergie, mais là où pour l'énergie nucléaire, c'est typiquement 0,1%, on va dire, ou 0,1%, eh bien en énergie chimique, c'est plutôt 10 puissance moins 7%, donc on va dire 1 milliardième, voilà, ça va être plus simple, ça va être plutôt 1 milliardième. Là où en nucléaire c'est de l'ordre du millième ou du dixième de millième, en chimie c'est plutôt de l'ordre du milliardième la conversion masse-énergie. Donc la chimie c'est efficace, hein, quand on fait sauter un truc chimique, ça vous pète à la gueule, ça fait pas rire, mais il faut se rendre compte que c'était l'équivalent nucléaire, ça serait 1 million de fois plus d'énergie dégagée dans la même masse réactive si elle est transformée nucléairement par des processus de fission ou de fusion qu'on ne maîtrise pas encore, enfin qu'on ne contrôle pas. Et dans l'antimatière, c'est 100%. Donc là, on peut difficilement faire mieux, on sent que là, il y a du potentiel. Donc si vous avez un bout d'antimatière, un bout de matière, vous faites réagir, vous mettez dans le moteur du vaisseau, boum, à fond la caisse dans l'univers. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit là. Hein. L'antime, c'est le truc indispensable pour l'astronavigation. Alors, cette idée-là, elle vient d'un physicien britannique qui s'appelle Leslie Shepherd, qui a publié en 1952 un article qui s'appelle Interstellar Flight, ou un des premiers articles où il essaie de penser le vol interstellaire. Bon, c'est pas faire ça du tout, mais comment on pourrait faire ? Alors, il a proposé des moteurs à fission, des moteurs à fusion thermonucléaire, à fission nucléaire, et à antimatière, bien sûr, on est en 52, on comprend tout ça, ça pourrait exister. Il propose déjà les anti-électrons, éventuellement, qui ont été découverts un peu plus tard, en 54, les antiprotons, enfin les protons négatifs. Alors, comment on fait pour faire un voyage interstellaire ? On prend une fusée,
canonique, elle a une certaine masse, une certaine vitesse, et puis qu'est-ce qu'elle fait la fusée? Elle éjecte de la masse à l'arrière à une certaine vitesse, elle jette un truc très vite à l'arrière, et en réaction, elle est poussée dans l'autre sens. Vous pouvez le faire vous-même, vous prenez un gros poids, une enclume, vous l'achetez dans un sens, ça va vous faire reculer. Alors c'est plus facile si vous êtes sur un truc qui glisse, quoi, parce que là vous êtes un peu collé au sol par les frottements, sur des patins à glace, vous prenez un patin à glace, vous prenez un copain, vous jetez le copain, et hop là, vous partez dans l'autre sens. C'est une façon de faire du patin à glace un peu compliquée, mais on peut avancer comme ça. C'est pas très agréable pour le copain, à moins qu'il se récupère. Bon, donc on éjecte, et puis on éjecte peu de masse à grande vitesse, et en réaction, on gagne un peu de vitesse de la grosse masse de la fusée, de ce qui reste qu'on a propulsé. Bon, pour impressionner l'audience, faire plaisir à Claude, on met l'équation qui relie la vitesse terminale V divisée par la vitesse de la lumière à la vitesse d'éjection, et puis le rapport de masse. MI, c'est la masse initiale de la fusée, la masse avec le carburant, et MF, c'est la masse finale de la fusée, la masse moins le carburant. Il y aurait des détails, des étages, des machins, on s'en fout un peu. J'ai une fusée, elle a éjecté un truc à la vitesse U, par rapport à elle. À la fin, il y a une masse, il y a moins de masse. La fusée a perdu de la masse, mais elle a gagné une vitesse en échange. Alors, comment est-ce qu'on peut estimer la vitesse d'éjection? Alors, autre formule pour impressionner l'assistance, mais ça, c'est pas grave. C'est réaliser que quand on est en propulsion chimique et que la fraction qu'on est capable d'extraire, dont je parlais tout à l'heure, qui était de l'ordre du milliardième, voire du dixième de milliardième, ça permet d'aller à des vitesses qui sont de l'ordre un 100 millième de la vitesse de la lumière, typiquement 3 km par seconde. C'est les vitesses d'éjection des propulseurs actuels. On mélange dioxygène et d'hydrogène liquide ou du méthane liquide avec du dioxygène liquide. Et ça fait des vitesses d'éjection de l'ordre de 3 km par seconde. C'est pas mal, mais enfin, ça pousse pas vite, ça fait des grosses fusées. Si on faisait ça à fission, ou mieux à fusion, on obtiendrait 4 ou 9% de la vitesse de la lumière. La vitesse d'éjection serait cette fois-ci chiffrée en milliers ou dizaines de milliers de kilomètres par seconde. C'est déjà plus tonique comme vitesse d'éjection. On éjecterait peu de matière, mais extraordinairement vite. Alors on aurait l'espoir sans doute d'aller encore plus vite. Mais si on prend de l'antimatière, alors l'efficacité que j'ai mis là, c'est 40%. On va y revenir tout à l'heure. J'ai pas mis 100%. C'est pas... On dit, pourtant, c'est l'intégralité qui est convertie en énergie, mais il y a des subtilités. On peut espérer atteindre des vitesses d'éjection qui sont de 80% de la vitesse de la lumière. Alors là, c'est cool. Là, c'est vraiment cool. Et pour un vaisseau comme celui-ci, le Venture Star, vous connaissez le Venture Star dans Avatar, un vaisseau qui est très bien fait, qui est très joli, au sens une esthétique discutable, c'est de la ferraille, mais c'est pas l'Enterprise, hein. L'Enterprise, là, qui est posé, j'ai vu à Mons, eh bien, on m'a dit que c'est l'Enterprise. Moi, faut reconnaître, c'est assez impressionnant. Bon, je ne vais pas lever de polémique ici, hein, mais en tout cas, c'est pas aussi joli que l'Enterprise de Star Trek, mais ce vaisseau, on reconnaît bien ses fonctions dès qu'on le regarde un tout petit peu. D'abord, ce vaisseau, vous vous rappelez, dans Avatar, ce vaisseau, il part de la Terre et il va vers Alpha du Centaure, le système d'Alpha du Centaure, dans lequel on trouve une planète qui s'appelle Polyphème, qui est la planète bleue qu'on voit derrière, et autour de Polyphème, il y a un satellite de Polyphème habitable qui s'appelle Pandora, et c'est là où se déroule l'histoire. Donc ce vaisseau va de la Terre à Alpha du Centaure, une étoile binaire qui existe vraiment à 4,37 années-lumière. Et puis dans le film, on nous dit la durée du voyage, 5 ans, 9 mois et 22 jours. Donc ils ont fait, pour faire rond, 4 années-lumière en 6 ans. Donc si je divise froidement, 4 années-lumière par 6 ans, la vitesse, 4 tiers de la vitesse de la lumière, donc 2 tiers, 4 sixièmes, donc 2 tiers de la vitesse de la lumière. Là j'ai fait brutal, hein. Je n'ai pas cherché à faire le malin avec la physique d'Einstein. Donc ça a été vite ce vaisseau, c'est un sacré vaisseau. Nos vaisseaux à nous, ils vont plutôt à 15 km par seconde, vitesse terminale des vaisseaux voyageurs, ils sont à 20 000 fois plus lents que la lumière. Donc on est vraiment des minables. Nous, on atteint Alpha du Centaure en 80 000 ans à ce rythme-là. Vous voyez, on ne la vise pas en plus, donc ça ne risque pas d'arriver. Mais même si on visait Alpha du Centaure, le temps qu'on arrive, elle s'est barrée en fait. Donc enfin, bon, bref, rien ne va dans cette affaire. Mais là, 2 tiers de la lumière, c'est bon quoi, c'est vraiment fort. Alors, on voit que la matière va être éjectée dans ce sens-là. Les flèches jaunes, c'est pour dire la matière, elle part par là et ça va pousser le vaisseau vers la gauche de l'image, vers cette flèche verte quand c'est accéléré. Il y a ici des radiateurs, c'est ces trucs dont on parlait tout à l'heure. Vous vous rappelez le vaisseau de Chesley Bonestell et ces grandes zones rouges qui rayonnent l'énergie et qui est produite par le réacteur, par le propulseur, qui ne sert pas directement à la propulsion. Cette énergie, il faut bien l'évacuer, sinon elle chauffe le moteur, hein, comme pour les bagnoles. Il faut évacuer la chaleur du moteur. Et dans les moteurs, c'est beaucoup, hein, puisque
20% de l'énergie contenue, l'énergie chimique de l'essence devient de l'énergie de propulsion de la voiture. Le 80%, ça se barre en chaleur. Les voitures, c'est de la merde. Enfin, les voitures thermiques, c'est vraiment de la merde du point de vue énergétique, du rendement énergétique. Un vélo, n'importe quel vélo, même un vélo basique, c'est tout de suite 80% d'efficacité de conversion mécanique de l'humain qui pédale en mouvement du vélo. Les voitures électriques, c'est aussi des voitures, c'est le moteur électrique est aussi très efficace. Il convertit 85-90% de l'électricité en mouvement. Les très beaux vélos du Tour de France, les vélos des professionnels, le truc à 10 000 €, là. Alors ça, c'est 90%, 92% de l'énergie mécanique du cycliste qui est convertie en mouvement du vélo. C'est des vélos efficaces. Donc les moteurs de voitures thermiques, c'est juste naze au point de vue de la conversion. Et donc cette chaleur, il faut l'évacuer. Alors pour les voitures, il y a le circuit de refroidissement, puis il y a le radiateur, et puis la voiture, elle bouge. Ça fait un courant d'air, et par refroidissement aérien, on prend la chaleur avec de l'eau qui circule dans le circuit, et puis on évacue la chaleur en contact avec l'air. Alors dans l'espace, c'est un peu un problème, il n'y a pas d'air. Donc on ne risque pas de faire d'évacuation par convection ou par conduction. Le seul moyen d'évacuer la chaleur dans l'espace, c'est par rayonnement. En faisant chauffer un truc, en contact, la source chaude là qu'on veut refroidir, eh bien, elle est en contact avec des grands panneaux qui vont être échauffés, et cet échauffement va les faire rayonner en lumière infrarouge, voire en lumière visible, on les voit à l'œil nu, et ça rayonne sous forme de lumière l'énergie extraite, la chaleur extraite du moteur. Donc ces panneaux rayonnants, vous allez voir que ils sont bien pensés, enfin ils sont là, c'est déjà un acte de réflexion scientifique, ils n'ont pas la bonne taille, on va le voir tout à l'heure. Il y a des réservoirs, là ces grosses boules, c'est sans doute les réservoirs. La question c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'ils contiennent, voilà. Et puis, alors qu'est-ce qu'ils contiennent? Alors oui, oui, j'ai pensé que j'avais d'autres trucs derrière, oui, parce qu'il y a plein d'autres trucs qu'on peut dire, mais oui, pour des raisons de temps, c'est quoi la partie à droite? Pourquoi ça a la forme de la tour Eiffel, tout ça? Je vous laisse ça à votre sagacité. Mais il y a des questions. Ce vaisseau, je peux faire une conférence. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Je peux faire une conférence de 1 heure là-dessus. Voilà. Mais alors, c'est plutôt pas 1 heure grand public. Ça peut être 1 heure avec. On se ferait plaisir avec Claude, là, en physique relativiste et en jeu relativiste. On peut se faire un petit cours le bon niveau en Belgique pour faire de la physique relativiste, le 3 ou je sais pas quel niveau, et on déboule et on se fait un TD complet de 2 plombes où on passe que ça à calculer des tas de trucs de fous sur ce vaisseau et on se marre bien. Pour jouer avec la physique, quoi. Évidemment, ce vaisseau, vous avez bien compris qu'il n'est pas possible. On peut déterminer sa longueur aussi, sa taille, en regardant cette image, pas l'image. Il faut voir le petit film, l'extrait du film, les trucs qui bougent. On peut déterminer sa taille, c'est 2 km, pour vous donner une idée, donc c'est beaucoup. Bon, bref, on oublie ça. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Alors, du coup, on a compris que le vaisseau, il a une vitesse. On peut faire toute une enquête sur son plan de vol, etc. On va déterminer que sa vitesse maximum, en fait, c'est pas sa vitesse moyenne, sa vitesse maximum, c'est les 2/3 de la vitesse de la lumière. 2/3 de sa vitesse maximum, c'est beaucoup. Et donc, du coup, on peut se dire, voilà le diagramme que j'ai représenté ici. Ce diagramme, il représente quoi? Horizontalement, j'ai représenté la masse initiale sur la masse finale. La masse initiale, c'est le vaisseau avec son carburant. La masse finale, c'est le vaisseau moins le carburant qui a servi à être éjecté à grande vitesse pour propulser le vaisseau. Et là, j'ai le rapport des deux, 5, 10 valeurs sur une échelle ici logarithmique. C'est-à-dire quand on passe d'une graduation à une autre, quand on passe de 10 à 100, on a multiplié par 10 quand j'ai ajouté une longueur, une graduation élémentaire. Et verticalement, la vitesse du vaisseau en unité de la vitesse de la lumière. 0,2, ça veut dire 20% de la lumière. 0,4, 40% de la lumière, jusqu'à la vitesse de la lumière qu'on n'atteindra pas en pratique. Et puis, sont représentés pour différents modes de conversion d'énergie, la fission, la fusion, l'antimatière, la vitesse qu'on atteint en fonction du rapport de masse. Donc on voit que quand l'énergie de conversion est meilleure, c'est-à-dire quand on passe ici de 0,08% à 0,4%, vous voyez que pour une vitesse donnée, si je veux atteindre, mettons, alors c'est quoi? C'est 5, non, 5, 10, 15, 5% de la lumière, il faut que j'ai un rapport de masse ici de je ne sais pas combien, genre 3, alors que si je dois aller du côté fission, il faut un rapport de masse, je ne sais pas, 500. Je dis un peu, je n'ai pas bien lu le truc, mais vous voyez que ça donne une idée que quand on a converti moins efficacement, il faut un rapport de masse beaucoup plus important. Et nous, le Venture Star, il est là. La vitesse qu'il atteint, c'est 2/3 de la lumière. Alors, si on a 2/3 de la lumière et qu'on est en fusion, vous voyez que l'intersection se fait loin, là. Donc, si on poursuit cette courbe là-bas et que l'autre là-bas, ça va s'intersecter je ne sais pas où là-bas, et on va lire le rapport de masse qui sera, je ne sais pas combien, 10 000 ou 100 000. Autrement dit, chaque kilogramme de vaisseau, il doit y avoir 10 000 kilogrammes de carburant. Ça vous rappelle rien, ça? La fusée d'Elon Musk, c'est ça, quoi.
Et les fusées Saturne V vers la Lune, c'est ça, quoi. C'est 3000 tonnes, 3500 tonnes de fusées pour 50 tonnes de charge utile en haut. Les 3 types pour la Lune, les 3 types pour la Lune, et puis la fusée lunaire, enfin le vaisseau lunaire. Donc pour une toute petite charge utile, il faut 3500 tonnes de merdier en dessous, quoi, de fusées et de carburant. Donc si on ne veut pas un rapport de masse trop élevé, bah, c'est vite vu, hein, regardez. Là, l'intersection est là, et puis si on descend, on obtient 2,7. Hein. Donc ça veut dire, je vais dire 3 pour faire plus rapide, c'est-à-dire que chaque kilogramme, un rapport de 3, c'est-à-dire que chaque kilogramme eh bien, de masse utile, il faut 2 kg de carburant. Ça, c'est pas mal, mais ça joue, quoi. Les sphères qu'on a montrées sur le vaisseau, elles ne sont pas de la bonne taille non plus, il faudrait que ce soit plus grosse. Mais donc, si le Venture Star est propulsé à l'antimatière, ça peut jouer ce qu'il nous annonce comme performance. Mais c'est obligatoire. Vous voyez que cette enquête permet de déduire de ce vaisseau alors qu'ils ne le disent pas dans le film. Alors en pratique, pour propulser l'antimatière, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il va falloir, par exemple, faire une annihilation proton-antiproton. Qu'est-ce que ça fait? Un proton plus un antiproton, mais à une petite barre pour dire que c'est l'antiproton, eh bien ça fait en moyenne 1,5 pions positifs. C'est pas 1,5, c'est de temps en temps 1, de temps en temps 2, et puis en moyenne 1,5. Et 1,5 pions négatifs, et puis 2 pions neutres. Voilà, ça c'est ce que nous dit la physique microscopique, la physique des particules. Alors le pion neutre, il a un inconvénient, c'est qu'en 90 milliardième de seconde, il s'annihile, il disparaît pas, il s'annihile, il se désintègre en 2 photons gamma. Donc vous avez 90 milliardième de seconde pour réagir, sinon trop tard, c'est de la lumière. Bon, donc on l'oublie. Celui-là, on l'oublie, ça veut dire que c'est pour ça que ce n'est pas 100% de l'énergie qu'on peut récupérer en termes de propulsion, vous allez voir, c'est 100% moins ce qui est parti dans les pions neutres, et à peu près 40%, donc d'où à peu près 37,8% est parti. Et puis ensuite, les 2 pions plus et moins, ou les 1,5 pions, ils se désintègrent aussi sur des particules en 2,2 milliardième de seconde, et donc il faut en faire quelque chose avant qu'ils disparaissent. Et le quelque chose, on peut en faire quelque chose qui a une charge électrique, ces pions. Comme ils ont une charge électrique, on peut les dévier et les canaliser. Ils partent dans toutes les directions, mais on peut les dévier et les canaliser pour qu'ils aillent tous dans la même direction, de sorte qu'en réaction, on parte dans la direction opposée. Alors qu'avec de la lumière, on ne peut pas faire ça. La lumière, elle part dans les sens. Alors si c'est des miroirs, de la lumière visible, on peut. Hein. On peut se propulser avec de la lumière. Vous prenez une lampe de poche, vous l'allumez, rien, évidemment. Il y a une petite poussée. Si vous étiez dans le vide et vous attendiez assez longtemps, vous allumez une lampe de poche, vous attendez, vous allez petit à petit gagner un peu de vitesse, vous allez être propulsé par la lumière qui part dans ce sens, ça vous fait partir dans l'autre sens. C'est pas très fort, hein, mais ça existe. Donc c'est pas le meilleur moyen de le faire. On peut faire jeter de la matière à grande vitesse, c'est plus efficace. Donc là, les particules chargées, on peut les utiliser. Et l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement des pions qu'on peut récupérer, c'est à peu près 40% de l'énergie initiale. Voilà, d'où le 40% que j'avais indiqué dans mon tableau tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas récupérer l'intégralité de l'énergie, mais seulement 40%. Il y a plein de trucs qui se passent, on s'en fout, enfin, c'est pas on s'en fout un peu. Là, c'est un diagramme qui est dû à Robert Forward, un physicien américain qui s'était intéressé à ces questions-là, eh bien, et au-dessus, auteur de science-fiction, qui a écrit un ouvrage de science-fiction assez remarquable, un peu hard science fiction, s'appelle L'œuf du dragon. Et là, donc, quelque part, il y a l'annihilation matière-antimatière, et les pi zéro, ils s'en vont, on s'en fout, ils ne comptent pas. Vous avez trop peu de temps pour réagir. Mais les pions, grâce à un champ magnétique habilement construit, je passe les détails techniques, qui sont compliqués évidemment, on peut tous les focaliser pour qu'ils soient vers une direction, de sorte que ça propulse le vaisseau dans l'autre direction. Et il faut le faire vite, parce que si vous ne faites pas assez vite, ils vont se désintégrer en particules chargées que vous pourrez utiliser, mais qui auront moins d'énergie encore à récupérer. Donc vous avez intérêt à le faire vite pour profiter des 40%, sinon ce sera plutôt 20%, et vous serez un peu embêté. Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire ça, environ 70 millisecondes pour faire ça. Et si vous le faites, c'est pas bon. Alors le problème, c'est qu'il y a... j'ai fait une bêtise. Le problème, c'est qu'il y a 38% de l'énergie initiale qu'il faut évacuer sous forme de rayonnement. Alors, comme ça produit énormément d'énergie, ces 38%, c'est très considérable. C'est une très grande quantité d'énergie à évacuer, hein, parce que ces photons gamma, ils partent dans tous les sens, mais ils vont chauffer votre moteur, et vous voulez refroidir votre moteur pour qu'il ne fonde pas bêtement, et donc il faut évacuer cette chaleur. Alors on oublie le processus, mais il faut, en quantitatif, il faut combien de watts ça fait? Beaucoup. Alors j'ai fait des petits calculs, oubliez les détails. En gros, pour un vaisseau basique, si vous mettez 1 mètre carré de panneau par kilogramme,
Chaque kilogramme de vaisseau, il y a 1 mètre carré de panneau. Le vaisseau, comme le VentureStar, il fait 2 millions de kilogrammes environ, l'estimation que j'en ai. Donc ça fait beaucoup de mètres carrés. Chaque mètre carré est porté à 5000 degrés. Donc ça fond. Donc il ne faut pas 1 mètre carré par kilogramme, mais peut-être plus. Il y a des lois pour régler ça. Donc ça veut dire que pour chaque kilogramme de vaisseau, il faut sans doute une dizaine, une vingtaine de mètres carrés de panneaux pour que le panneau ne fonde pas, pour évacuer la chaleur qui est produite et que vous ne pouvez pas faire autrement qu'évacuer, sinon votre moteur, c'est le moteur qui fond. Donc vous voyez que votre propulsion antimatière, ça produit énormément d'énergie, mais la fraction évacuée est tellement énorme qu'il faut sans doute un vaisseau avec des panneaux solaires gigantesques. Alors vous allez voir le résultat. Donc d'abord, une petite citation d'un œuvre de science-fiction de Faust, d'un auteur français, Serge Lehmann, qui met le 700 founder de la science-fiction, le merveilleux de la science-fiction. Depuis 4 jours, le 2 millions plongé vers Jupiter en poussée constante. Son système de propulsion exploitait une source d'énergie parfaite, une balle de glace d'antihydrogène confinée dans une chambre à vide réfrigérée. Et oui, cette antimatière, ça c'est une question qui se pose. Les grosses boules de VentureStar, il y a de l'antimatière dedans. Mais vous n'avez pas échappé qu'on ne met pas de l'antimatière dans une boîte de matière. Sinon, boum. Alors, on peut mettre dans une boîte d'antimatière non plus, parce que la boîte d'antimatière, on la tient comment? Grâce à des champs magnétiques qui vont confiner, qui ne vont pas toucher la paroi de matière, et puis pour la mettre sous forme solide, manipulable éventuellement. Alors manipulable sans la toucher directement, vous voyez, il faut toujours réfléchir un petit peu avec l'antimatière. Eh bien, une possibilité serait de faire des atomes d'antihydrogène, ça veut dire un anti-atome d'hydrogène, proton et électron, ça devient antiproton et anti-électron, ça fait un atome d'antihydrogène. Vous faites du anti-hydrogène, comme on fait du dihydrogène, H2, la molécule qui contient 2 atomes d'hydrogène. Et puis de ce di-anti-hydrogène, vous en faites de la glace à 3 Kelvin, moins 270 degrés Celsius. C'est donc de la glace de di-anti-hydrogène, vous ne la touchez toujours pas. Et puis vous la maintenez en lévitation magnétique dans les grosses sphères du VentureStar pour que ça ne touche pas les parois. Et vous l'utilisez de temps en temps en la prenant habilement, je laisse ça à votre sagacité. Et donc c'est pas trivial quoi, de faire le coup, hein. Il y a un processus qui est sans doute pas trivial. Alors il y a un physicien américain qui s'appelle Robert Frisbee qui s'est intéressé à dire si on devait construire vraiment un vaisseau antimatière, ça fait quoi? Et il a fait un plan. Enfin il a fait un plan dans l'idée. Alors regardez, et un plan physiquement raisonnable. Il ne dit pas si on va le faire vraiment, évidemment, vous allez voir que la réponse est non. Mais si on veut respecter l'évacuation de la chaleur, la production, tout le bordel, c'est quoi? Et voilà. Alors, le vaisseau, d'abord, on remarque une première chose, c'est que le payload, c'est 100 MT, ça veut dire 100 métriques tonnes. Donc ce vaisseau, sa charge utile, c'est 100 tonnes. Métriques, parce que les Américains ont des short tonnes, les longues tonnes, enfin bon. Nous, c'est des tonnes, tout court. Donc c'est 100 tonnes. Bon, 100 tonnes, c'est pas mal, mais enfin, oui, c'est quand même pas le délire. Alors, avec ce vaisseau-là, il avait quand même l'ambition d'aller un peu loin, c'est-à-dire d'atteindre 20% de la vitesse de la lumière. C'était quelque chose comme 20% ou 50% de la vitesse de la lumière pour aller à 40 années-lumière. Là, c'est le vaisseau qui fait ça. 50% de la vitesse de la lumière, et il vise une étoile à 40 années-lumière. Respect. Et ça n'est que 100 tonnes de charge utile. Il n'y a pas d'humain, tout ça dedans. Alors, vous pouvez remarquer, par exemple, ici, que le anti-solide dihydrogène, donc là, c'est les balles de glace d'antihydrogène, il fait 76 km de long. Non, pour le stockage. J'en dis, ça commence à être un bon vaisseau, quoi. Alors derrière, il y a les tanks de LH2, de liquide d'hydrogène. Donc là, c'est plus canonique, hein, c'est le truc qu'on utilise pour les fusées habituellement, mais il fait 7,7 km de long. C'est plus court parce que ça, c'est plus facile à stocker, on sait faire ça très bien. Et puis ça, c'est les panneaux pour rayonner l'énergie qui est produite dans le réacteur au bout. Ils font 515 km de long. C'est ce qu'il faut comme panneau pour rayonner sans qu'ils fondent l'énergie produite et pas utilisée dans la propulsion. L'ensemble du merdier fait, bon, allez, je vous le fais à 600 km parce que c'est vous, mais voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Voilà, ça rigole pas, quoi. On sent bien que ça va pas être facile, quoi. Alors, vous voyez, le diamètre est modeste, hein. Le diamètre, c'est à peu près 20 mètres de diamètre, hein. Donc c'est vraiment 600 km de long, mais 20 mètres de diamètre, donc c'est un vaisseau fin, pas d'humain dedans. Et avec ça, il est capable de faire un vaisseau qui accélère à 1/100e de gravité terrestre, qui atteint la moitié de la vitesse de la lumière en vitesse maximum et qui atteint 40 années-lumière en 130 ans de voyage. Waouh!
Et c'est quand même pas Star Trek ou Star Wars. Mais, respect, on sent bien que ça va pas être facile. Alors, on peut estimer la masse à vide du vaisseau, calculer la masse à vide et la masse d'antimatière, le rapport presque 3 dont on parlait tout à l'heure. 70 000 tonnes de vaisseau, 165 000 tonnes d'antimatière qu'il faut produire. Actuellement, il n'y a pas de production d'antimatière au sens où on produit pour le vendre, comme on produit du dihydrogène ou on produit de l'eau lourde ou Dieu sait quoi. Vous voyez, il n'y a pas de production. Mais dans les accélérateurs de particules, il y a des collisions qui se font, qui produisent de l'antimatière, pas à vertu de production pour la récupérer et en faire quelque chose, simplement pour la physique fondamentale, on produit plein de particules, dont de l'antimatière. Et les estimations, c'est 10 milliardièmes de grammes par an. Donc il y a 165 000 tonnes à produire et on fait 10 milliardièmes de grammes par an. Je vous laisse faire la division, ça veut dire ça va prendre un certain temps parce que l'antimatière qui n'existe pas à l'état naturel, il faut la produire avant de l'utiliser dans le moteur. Il faut déjà payer l'énergie de production pour ensuite. Donc c'est une énergie énorme qui est dégagée, dont on ne récupère que 40% d'énergie de masse, mais il a fallu payer d'abord l'énergie de masse entière pour faire ça. Dans le cas du Venture Star, l'énergie qui est dans le Venture Star, l'énergie de mouvement du Venture Star, on peut l'estimer avec toute l'enquête faite, là, si un jour on l'a fait avec Claude ici en cours, ou pour rigoler, eh bien, c'est 130 000 ans de consommation humaine d'énergie. D'accord ? Donc c'est la même question que vous avez 1 euro et la maison, elle coûte 130 000 euros. Ben, vous ne le faites pas. Parce qu'en énergie, l'énergie magique, ça n'existe pas. Alors que l'argent magique, ça existe. Moi, ce que dit le président Macron, ça existe, ça s'appelle un prêt, un emprunt, un vol, enfin ce qu'on veut. Il y a plein de façons de le faire. C'est un peu tout similaire, en fait, à chaque fois. C'est toujours un vol d'une façon ou d'une autre. Mais l'argent magique, ça existe, mais pas les vaisseaux. Vous n'avez pas les 30 000 ans d'énergie humaine, vous n'avez qu'un an. Tout, quoi. Pendant 130 000 ans, vous prenez toute l'énergie de l'humanité, les vélos, les gens qui pèlent, tout, vous prenez tout, les bagnoles, tout. Vous en faites un gros tas et boum, vous avez le Venture Star. Vous voyez qu'il faut construire avant. Bon, bref, on n'est pas arrivé. Donc, c'est toujours assez plaisant de jouer avec ces idées parce qu'elles sont très exaltantes. Il y a plein de physique sympa à regarder. On voit que dans le cas de l'antimatière, eh bien, la science-fiction a toujours bien parfaitement suivi la science et de manière assez étonnante. À chaque fois, des nouveautés arrivaient assez rapidement dans le champ des histoires de science-fiction. Ça permet de parler de physique un peu. Ça permet de parler de science-fiction aussi un peu. Tout ça est très sympa et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci à vous. Oh, et puis s'il y a des questions, si on a le temps pour des questions et que je sais y répondre, ça sera avec plaisir. Merde. Voilà, qui commence avec la première question? On va peut-être épargner Claude aujourd'hui. Oui. Mais si Claude il veut répondre à les questions, il peut. On fait une combo comme ça. Pensez-vous qu'un jour on arrivera à tirer une utilisation commerciale de l'antimatière ou ça restera quelque chose de pur? Oui, à mon avis, ça restera toujours un épiphénomène parce que il y aurait, tu vois, on pourrait produire en faisant des efforts particuliers pas des milliardièmes de grammes, mais peut-être, j'en sais rien, des millionièmes de grammes. Mais en fait, ça servirait à quoi de produire un millionième de grammes? C'est-à-dire que il faut payer l'énergie pour produire cette antimatière. Donc déjà, tu dépenses l'énergie pour ça. Après, tu as cette antimatière et tu dis, je l'annihile avec de la matière et ça me redonnait l'énergie. Peut-être que ça aurait été pratique d'utiliser directement l'énergie que tu as utilisée pour l'antimatière pour le truc que tu voulais. Alors, des fois, j'ai l'air de me moquer comme ça, mais par exemple, quand on est dans une situation très concrète, moderne, où tu es dans un cas où il y a des éoliennes, par exemple, qui produisent de l'électricité quand il y a du vent. Des fois, il n'y a pas de vent. Bon, c'est la merde. Des fois, il y a plein de vent. Il y en a trop. Et que cette électricité produite, tu ne sais pas quoi en faire. Parce qu'il n'y a pas assez de consommation. De l'autre côté, tu en produis trop. Alors, ce qui est en plus, tu pourrais décider de la transformer, cette énergie dont tu ne te sers pas, tu la transformes. Alors, pour faire de l'antimatière, bon, c'est peut-être pas la bonne solution, mais on en fait, par exemple, en électrolysant de l'eau, par exemple, ça pourrait être une solution, d'électrolyser de l'eau pour en faire du dihydrogène. Et ce dihydrogène que tu récupères, ce gaz, en le remettant avec du dioxygène, tu récupères une partie de l'énergie que tu aurais perdue, de l'énergie électrique que tu aurais perdue de toute façon. Ça pourrait servir à vertu de stockage. Le dihydrogène, où tu charges des batteries électriques. Tu charges des batteries, l'énergie électrique elle est dedans, et puis après tu décharges les batteries, tu récupères une partie
une partie seulement, pas 100%. Donc ça pourrait avoir une vertu de stockage d'électricité. Tu as plein d'électricité, on a tellement, tu ne sais plus quoi en foutre. Tu dis, j'ai 10 ans de production humaine d'électricité sous la main, je ne sais pas quoi en foutre. Tiens, si j'en faisais de l'antimatière. Voilà. Mais on en est loin, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Mais ça pourrait être un moyen de stockage d'électricité, par exemple, et puis de récupération ensuite. Alors après, l'antimatière comme moyen de stockage n'est pas forcément un moyen très malin non plus, parce que pour la garder, il faut payer le champ magnétique, le réfrigérateur. Donc ça te coûte de l'électricité, si j'ose dire, ça te coûte de l'énergie de la garder avant de la réutiliser. Là où le dihydrogène, si c'est du dihydrogène par exemple, tu as ton gaz, il est dans une bouteille fermée. Il faut réfléchir un petit peu à la bouteille, mais tu mets une bouteille fermée, puis t'attends, il est dans la bouteille, tu t'en vas, tu reviens 10 ans plus tard, il est toujours là. Il faut réfléchir un petit peu avec le dihydrogène, il y a des petites subtilités, mais essentiellement, il est toujours là. Pareil dans une batterie. Alors les batteries, elles se déchargent même si tu t'en sers pas. Mais essentiellement, quand c'est dans la batterie, si j'ose dire, ça y reste. Et ça veut dire que tu peux revenir 2 ans ou 6 mois après. Alors que pour l'antimatière, tu peux revenir 10 ans ou 6 mois après, mais il a fallu payer pour la garder fonctionnelle. Voilà. Et si tu as le moindre problème technique, boum, ton truc, il pète ton... Donc, c'est pas une très bonne idée, même d'utiliser l'antimatière comme stockage. Convertir de l'énergie surnuméraire inutile, enfin inutile, que tu ne saurais pas utiliser au moment où elle est produite, en quelque chose qui permet de la réutiliser plus tard. Donc, bien tenté, mais j'ai des doutes. Voilà. Bonsoir. Merci monsieur. pour votre présence ici, ça fait plaisir de voir en vrai. Ouais. Merci. J'ai une question par rapport à la durée spéculative d'un voyage vers Proxima ou ailleurs. Ouais. À chaque fois, on parle de l'accélération, mais à un moment, il faut bien qu'on décélère. Ah ben évidemment. Dans la durée, on tient compte de la décélération. Des deux, on peut tirer compte des deux. Donc, dans les 5 ans, 9 mois et 22 jours du Venture Star, c'est forcément la durée. J'accélère, je décélère. Alors ça peut être j'accélère, je suis à vitesse constante et je décélère, ou alors j'accélère et je décélère. Il y a un plan de vol. Ça peut être j'accélère, je décélère. Enfin, je fais tout. Bon. On va prendre des plans de vol simples et pas trop débiles. Hein. Donc, j'accélère et je décélère, par exemple, ou j'accélère, je suis à vitesse constante et je décélère. Voilà. Et dans ce cadre-là, alors si on prend un plan de vol, j'accélère, je reste à vitesse constante et je décélère, il y a deux. Alors, on va dire que la durée d'accélération et la durée de décélération, on va les supposer identiques. Donc, on a deux inconnus. La durée que j'appellerais de mise en vitesse, accélération, décélération, c'est la même. Une inconnue. Deuxième inconnue, la durée du vol de croisière, je suis à vitesse constante, je n'accélère plus, deuxième inconnu. Et puis de l'autre côté, on a deux choses qu'on connaît, la distance que j'ai parcourue et la durée que j'ai mise pour la parcourir. Donc deux équations, deux inconnus, deux trucs que je connais, on doit pouvoir bricoler ça et on peut le faire, si on prend ce plan de vol-là, on peut bricoler ça en faisant l'hypothèse, en supposant une accélération, par exemple une gravité terrestre d'accélération, eh bien on arrive à trouver le plan de vol, par exemple. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a une décélération. Alors, c'est que pour le Venture Star, vous vous rappelez la gueule qu'il a, le Venture Star? Je vous remontre. Donc, en vol, là, il est en mode accélération. Donc, la flèche verte, elle est pointée vers Alpha du Centaure. Il accélère à fond. Et après, pour décélérer, il fait comment? C'est dans le deuxième film. Hein. J'avais prédit ça avant, voilà, comme Tintin. Comme Hergé, il retourne le Venture Star pour que les moteurs, cette fois-ci, les flèches jaunes, quand ils décélèrent, pointent vers Alpha du Centaure pour que ça contredise le mouvement. Alors, je donne ça aussi pour les physiciens de la salle et ceux qui aiment bien les coïncidences numériques marrantes. Une accélération à 1G, donc une gravité terrestre, ça a le mérite que dans le référentiel du vaisseau, on a l'impression d'avoir une pesanteur comme la Terre. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est compliqué à faire en pratique, mais c'est pas mal. Vous voyez que le vaisseau de Frisbee fait 1/100 de G. Donc 1G, c'est pas mal. Et 1G, c'est une accélération qui est à peu près égale en des unités pratiques à 1 année-lumière par an au carré. 1G, c'est 9,8 mètres par seconde au carré. Ben, il faut penser que c'est à peu près, il se trouve que numériquement, c'est à peu près identique à 1 année-lumière par an au carré. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Que si vous accélérez à 1G pendant 1 an, vous êtes à la vitesse de la lumière. J'oublie les détails de relativité qui vont avec. Donc quand on est à 1G, on atteint la vitesse de la lumière en 1 an. Voilà. C'est boum. Quand vous êtes à 1/100 de G, ça n'a pas l'air beaucoup, mais en 1 an, vous êtes déjà à donc 1/100 de la vitesse de la lumière, et donc en 10 ans, à 10% de la vitesse de la lumière. Donc 10 ans d'accélération à 1/100 de G, vous êtes à 10% de la lumière. Donc vous avez vu, en 10 ans à 10%,
vol constant, il y a 4 années-lumière à franchir, donc vous êtes à 10%, donc il va falloir 40 ans en gros, puis vous décélérez. Donc ça veut dire que si vous accélérez à 1/100 de G, Alpha du Centaure, je vous le mets à 50 ans parce que c'est vous, mais peut-être 55, mais vous voyez, c'est le genre de choses, c'est pas très long, avec une accélération qui a l'air un peu minable, entre guillemets, de 1/100 de G. Bonjour. Comment est-ce qu'on explique dans l'évolution de l'univers qu'on ait abouti à un univers de matière? Ah oui, alors c'est la grande question. Je m'attendais à cette question particulièrement subtile. C'est une question compliquée. Pourquoi il n'y a que de la matière et pas d'antimatière? Alors l'antimatière, il y en a bien un peu, produite artificiellement par les activités humaines, les accélérateurs de particules par exemple, mais il y a aussi tout un tas de phénomènes dans l'univers qui produisent de l'antimatière, des désintégrations radioactives, par exemple d'aluminium-26 dans le plan de la Voie lactée, et cet aluminium-26 radioactif, en se désintégrant, il émet des anti-électrons, il émet des positrons, et on les voit, ils s'annihilent, ces positrons, ils ne restent pas là, ils s'annihilent avec la matière environnante, et on voit le rayonnement gamma associé à l'annihilation de ces positrons. Alors, s'il y a plus de matière que d'antimatière, ça vient d'une asymétrie qu'il y a entre matière et antimatière, une asymétrie qui vient de ce qu'on comprend de la physique microscopique, de la physique des particules. Et que cette asymétrie, elle a pour conséquence que dans un univers très ancien, alors qui était plus dense et plus chaud que l'univers actuel, pas de planètes, pas de galaxies, pas d'humains, pas de tout ça, dans un univers plus dense et plus chaud, il est passé par une phase où il y avait un équilibre entre matière et antimatière, elles s'échangeaient l'une l'autre, mais l'asymétrie en question, elle fait que l'antimatière, que la matière qui passe en permanence de matière à antimatière, enfin qui s'échange en permanence, comme une sorte de réaction d'équilibre, eh bien elle passe un peu plus de temps dans l'état matière que dans l'état antimatière. C'est l'asymétrie de temps qui est en fait violée par certaines transformations qui mettent en cause l'antimatière, parce qu'en fait, une autre symétrie qui s'appelle CP, on a mesuré qu'elle a été violée par certaines transformation de physique microscopique, de physique subatomique, qui mettait en jeu l'antimatière. Et que cette violation-là, elle entraîne la violation de la version dans le temps. C'est pas symétrique. On pense que les équations de la physique, habituellement, sont inversibles dans le temps. Si un phénomène est possible dans un sens temporel, la solution dans le temporel inversé est aussi possible. Eh bien, il y a des situations en physique microscopique où ça n'est pas le cas. Et ça fait que l'antimatière reste un peu moins longtemps, enfin ça dure un peu moins longtemps dans cette inversion, et ça va favoriser, à un moment donné, il n'y a plus cet équilibre, n'est plus possible. Pourquoi il n'est plus possible? Parce que l'univers, en s'étendant, l'expansion de l'univers refroidit la matière, et quand cette matière est trop froide, l'équilibre est rompu. Pour qu'il y ait cet équilibre, il faut qu'il y ait assez d'énergie, la densité d'énergie soit assez importante pour qu'on puisse passer de matière à antimatière ou de antimatière à matière. On peut faire les deux dans les deux sens. C'est-à-dire en gros, électrons et positrons s'annihilent, ça fait de la lumière, et la lumière qui tape un électron, ça fait de l'antimatière. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une densité d'énergie suffisamment grande, et cette densité d'énergie diminue avec l'expansion, et donc cet équilibre est rompu, et il se trouve que comme la matière passe un peu moins de temps dans l'état antimatière que dans l'état matière, quand l'équilibre est rompu, il y a un peu plus de matière que d'antimatière. Un peu plus, c'est pas beaucoup plus, c'est typiquement 1 milliard de particules de matière pour 1 milliard moins 1 particule d'antimatière. Donc le rapport, c'est en gros 1 milliard. Il y a 1 milliardième de particules de matière qui survivent à l'affaire. Le reste est transformé en lumière et il reste un peu de matière et c'est nous. Enfin, c'est l'évolution de toute cette matière qui fait nous à la fin. Donc il y a eu ce petit asymétrie là, et c'est là la façon de comprendre ça, enfin en état actuel de connaissance, de comprendre ça dans les modèles cosmologiques, d'insérer ça dans les modèles cosmologiques. Donc on est résultat de pas grand-chose, quoi. Ça on le savait déjà, mais il y en a qui n'ont pas toujours compris ça, mais on va leur expliquer. Bonsoir. Question moins pointue, plus personnelle, je pense. Est-ce que ça vous arrive de lire de la SF ou de voir un film de SF sans avoir ce côté des formations professionnelles? Non. Alors juste non, mais juste d'avoir. Non, mais je suis calme. Je suis un garçon calme. Alors non, je pense que Claude c'est pareil. La réponse est non. Mais comme j'aime ces films, moi mon but c'est pas de les défoncer en permanence. Évidemment, moi j'aime ces films de toute façon. Quand j'analyse pour les défoncer, quand je dis ça marche pas, c'est tout ça, c'est pas pour être désagréable, c'est parce que ça permet. On pourra en discuter après si ça m'intéresse, mais il y a une vertu pédagogique derrière. Mais effectivement, j'ai toujours un bout qui tourne en regardant le film parce que je dis, mais d'abord je regarde le film, quoi, merde, sinon on fait chier, quoi. Je veux voir le film, moi. Je veux pas qu'on m'emmerde comme mon cerveau. Mais il y a quand même un bout qui tourne parce que s'il y a une scène qui me paraît intéressante,
Si tout de suite j'ai une idée, si j'en vois plein, ou j'ai tout de suite une idée, je me dis, lui, il va falloir que je le revoie sérieusement. Et là, cette fois-ci, en y passant des plombs pour regarder, pour essayer d'analyser, pour essayer de tirer des fils, pour en faire des choses en conférence ou en exercice de cours ou Dieu sait quoi. Donc oui, je peux regarder un film normalement. C'est plus facile avec les livres de science-fiction. Mais avec les films, je peux le faire normalement, mais j'en ai toujours un bout qui tourne pour essayer de dire est-ce qu'il faut que je le revoie? Est-ce qu'en sortant du film, je peux me dire celui-là, il faut que je le revoie? Il y a des trucs intéressants. Une autre question? Et après, c'est vrai que ça devient une habitude, ça devient un jeu. Enfin, après, c'est marrant, quoi. Mais... Alors, je le dis pas, il faut pas que j'en parle à côté, sinon ça énerve mon fils ou d'autres. Enfin, mon fils fait de la physique aussi, mais... donc maintenant il est comme moi. Mais voilà, il y a longtemps, il fallait pas que je fasse ça avec mon fils ou ma fille, parce que ça les énervait. Je dis ouais, là, ça va pas du tout. Il fallait surtout pas que je dise ça. Il faut que je dise dans ma tête, quoi, quand même. Il faut que ça juste moi. Sinon, je me fais buter par mes collègues autour. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut imaginer alors une véritable application pratique de l'antimatière? Non, alors j'en vois pas, moi, de l'application pratique de l'antimatière. Moi, j'en vois pas. En imagerie Alors l'application pratique, c'est-à-dire... Si, en recherche, j'en produis volontairement pour la stocker, en faire des trucs, j'en vois pas. Mais... Francesco a parfaitement raison, il y a la tomographie électron-positron qui est tout à fait utile pour ça. Alors l'idée de la tomographie électron-positron, c'est la suivante, c'est on veut vous faire par exemple une scintigraphie osseuse, ça veut dire on veut voir vos os, dans quel état ils sont. Alors pour vous, sans doute, ça ne sera pas ça qu'on utilisera, parce que vous êtes sans vous faire injure, vous êtes un monsieur d'un certain âge. On fait ça pour les enfants, parce que ça va être particulièrement intéressant pour les enfants qui ont des problèmes de croissance et qui ont des os qui croissent encore. Vos os, je pense que c'est fini pour eux, quoi. La croissance, il y a bien un peu si vous brisez un os, mais bon, essentiellement, c'est fini pour vous. Donc, pour les enfants en croissance, on veut savoir où ça va pas, où ça se passe pas bien. Et il se trouve qu'on peut injecter, alors je sais plus quoi, c'est du fluor 19, donc on injecte un matériau radioactif, alors en quantité maîtrisée, enfin il y a tout un protocole, hein, on n'est pas là en train de faire des manips ridicules, évidemment, et on injecte ce produit radioactif qui est un isotope du fluor, je crois, le fluor 19, qui se désintègre en émettant un positron. Alors le fait qu'il émette un positron qui ne va pas aller bien loin dans votre corps, parce que ce positron est émis, et puis il va rencontrer rapidement un électron de quelque chose dans votre corps, et boum, ça va faire une annihilation, et pouf, un petit flash de lumière, gamma. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous allonge, on vous injecte le fluor 19, on attend que ça se mélange un peu dans le merdier, on attend comme ça, et on vous met sous une caméra qui capte, une gamma caméra, donc qui capte des rayons gamma, et on fait une image de votre corps en rayonnement gamma. Et je trouve que, je pense que pour ça que c'est du fluor, c'est parce que ça va se fixer, il va aller spontanément vers des endroits de tissus en croissance, je ne sais pas pour quelle raison physiologique, et du coup ça va permettre de tracer, de faire une image, non seulement de votre corps, là où c'est fixé le fluor 19, mais spécifiquement des endroits des tissus en croissance qui va être des étudiés. Et donc cette scintigraphie osseuse, mais il y a d'autres cas, la tomographie électron-positron, si on vous injecte un produit, et c'est pareil, l'annihilation électron-positron du matériau radioactif, ça c'est dans votre cerveau, ça émet des rayons gamma qu'on va imager et ça fait une image de l'intérieur de votre corps parce que ces rayons gamma, ils sortent de votre corps. Ils sont produits à l'intérieur. L'électron, le positron plutôt, il est à peine produit, il fait pas 8 km, quoi. Tout de suite, il disparaît dans votre corps. À l'endroit où il est produit, quasiment, il disparaît. Et donc, ça donne une information sur l'endroit où s'est fixé ce matériau radioactif. Et ça fait une imagerie de cet endroit spécifique visé par le matériau choisi. Et donc, ça permet de faire des imageries médicales. Donc effectivement, il y a ce cas-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit d'autres aussi, Claude? Je ne sais pas. Mais ça, c'est très bonne idée, effectivement, de Francesco. Là, on utilise l'antimatière, mais comme réactif avec la matière, qui va produire ces rayons gamma qui vont sortir de votre corps et qu'on va pouvoir imager, parce qu'on sait faire des gamma caméras suffisamment précises. Alors, la difficulté de ce truc-là, je dis ça, j'ai l'air d'être savant là-dessus, bien que je n'ai pas percuté, parce que ma fille avait dû subir une scintigraphie osseuse quand elle était plus petite, et donc c'est assez compliqué, parce qu'il faut rester immobile assez longtemps, parce que l'air de rien, on ne vous envoie pas 8 litres de machin radioactif dans le corps pour que ça flash à mort, quoi, parce que sinon, ça a aussi des conséquences de radioprotection sur vous, hein, donc comme une radiographie médicale en rayons X, on essaie d'en éviter au maximum, de protéger le médecin qui fait ça, bien sûr. Mais les personnes en visant bien maintenant les... Bon, bref. Et donc là, il faut rester immobile pendant longtemps. Enfin, longtemps. Il faut rester vraiment sans bouger. Parce que si vous bougez, ça fait un bouger comme une photo. Quand je vous prends photo, il ne faut pas bouger, quoi. Il ne faut pas bouger trop vite.
Et donc là, il faut rester. Donc c'est un peu compliqué, mais ça permet de faire un certain type d'imagerie médicale où il y a aussi tous les autres types d'imagerie de type rayons X, RMN, enfin, etc. Les sonars, les échodoppler. Enfin, il y a tout un tas de moyens maintenant de savoir ce qui se passe dans le corps d'un humain sans l'ouvrir. Avant, c'était pas comme ça, quoi. Moi, j'avais une question. Ok, on peut comprendre facilement anti-électron, anti-proton et anti-neutron. Comment on interprète? Alors voilà, moi j'ai toujours pas bien compris ça aussi. Voilà, sélection qui tue de Francesco. Moi j'ai pas bien compris encore. Mais alors peut-être Claude. Alors Claude, lui doit savoir ça. Moi c'est un truc, c'est pas aussi facile que de dire on change le signe de la charge, parce que pour le neutron, il a pas de charge électrique, sa charge est nulle. Alors si on change le signe de 0, ben ça fait 0. Alors justement, parce qu'on va profiter de la présence de Claude, qui lui connaît bien ces questions-là. Oui, alors pour comprendre ce qui se passe dans un neutron, en fait, il faut regarder à l'intérieur du neutron. Donc dans un neutron, il y a deux quarks D et un quark U, tandis que dans un antineutron, il y a 2 antiquarks D et un antiquark U, parce que les quarks et les antiquarks sont différents. Les quarks sont chargés, et donc les antiquarks, ils ont la charge opposée. Ouais. Et dans un neutron, il y a 3 quarks, et dans l'antineutron, oui, et comme ils ont des charges 2 tiers et 1 tiers, il ne faut pas que ça soit juste le moins 2 tiers, il faut que ça soit, voilà, exactement. Ah ben voilà la réponse de spécialiste qui vous torche le truc en 2 secondes. Vous avez pigé l'idée? C'était clair? Bon, c'est bon, alors, il est bon, Claude, on savait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une question ou une anti-question? On peut aussi une anti-question. Voilà. Une anti-question. Il y avait Raymond Devos, j'avais eu la citation de Raymond Devos, la définition de l'antimatière, je trouvais géniale. L'antimatière, c'est un trou et il n'y a rien autour. Et alors, un autre truc aussi sympa, est-ce que vous connaissez peut-être Marc-Antoine? Excusez-moi, ça me vient et ça pourrait vous intéresser. Alors, je vais vous dévoiler le truc, mais si vous lisez une BD de Marc-Antoine Mathieu, oui, peut-être cet illustrateur, alors il n'est pas très connu, Marc-Antoine Mathieu, qui s'appelle L'Origine. Et dedans, il y a un personnage de bande dessinée qui se rend compte qu'il est un personnage de bande dessinée. Donc il vit dans un monde à 2D, qu'il y a des types qui le regardent de l'extérieur, que ça n'est pas très clair et un peu inquiétant. Enfin, c'est extrêmement rigolo. Et dedans, il y a le concept, il y a la case de bande dessinée. Et dans cette BD, je ne vous dis pas comment ça se présente, mais c'est absolument génial, il y a le concept d'anticase. Et c'est brillant. C'est juste dans une seule page de tout le merdier. Toute la BD est vraiment sympa. Donc lisez Marc-Antoine Mathieu, et celle-ci en particulier, L'Origine, elle est vraiment bien. Monsieur. Non, en fait, j'avais juste une question. Quand on voit les rapports d'énergie chimique et donc d'antimatière pour les propulsions, est-ce que, quelque part, les idées aujourd'hui d'aller sur Mars ou plus loin pour se poser et vivre plus loin, est-ce que c'est réaliste, en fait? C'est compliqué. Alors, il y a plein de raisons. D'abord, il y a la raison énergétique. C'est pas facile à faire. On saurait le faire. J'entends par là que techniquement, il n'y a pas de blocage particulier. On saurait tout faire. Simplement, ça va coûter cher. Ça va coûter beaucoup d'énergie et de matière pour envoyer 2 types ou 3 sur Mars, des types ou peut-être qu'une nana sur Mars. Et avec évidemment des conséquences, surtout sur ces personnes. Parce que le voyage va durer 6 mois aller, 6 mois retour, et puis sans doute 18 mois sur place, parce que Mars, les voyages à 6 mois, ils sont tous les 26 mois. Sinon, c'est des voyages plus longs ou plus énergétiquement coûteux, donc par plus de carburant, plus de complexité de toutes les façons possibles. Et donc, si vous êtes en mode comme on est actuellement balistique, c'est-à-dire la fusée n'est pas propulsée jusqu'à Mars, il y a initialement boum, après zut, elle arrive à Mars, elle fait un petit bricolage pour se mettre en orbite, puis après on descend, on remonte, on repart, puis boum, on revient sur la Terre, en arrivant à se faire un petit bricolage et on est en orbite, et on n'est pas propulsé dans le long voyage de 6 mois. Alors, les personnes vont rester 6 mois dans l'espace, en impesanteur, sans protection radiative quelconque, c'est-à-dire le vent solaire, les particules énergétiques qui viennent du Soleil. Donc, elles vont arriver avec des cancers qui vont probablement se déclarer à un moment donné, des problèmes génétiques. Il ne faut pas qu'elles pensent se reproduire à leur retour. Il vaut mieux qu'elles aient mis des gamètes congelées si elles veulent avoir des enfants à leur retour. Enfin, c'est assez compliqué pour elles. Et puis, il y a la question, il ne faut pas qu'ils deviennent fous. Enfin, il y a d'autres questions qui se posent qui sont au-delà en fait de la question bêtement énergétique et technique. La fusée, est-ce qu'on sait la faire? Est-ce qu'on a l'énergie pour faire ça et tout ça? En quantité, on l'a. Est-ce qu'on a envie de le faire? Voilà, c'est surtout ça. On l'a, mais on sait même le penser. On saurait le penser. Il faudrait mettre un peu d'effort dessus. Mais est-ce que dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, avec une ambiance environnementale pesante, sans parler du reste, est-ce qu'on a envie de sacrifier toutes ces ressources-là pour envoyer 3 humains sur Mars? Voilà, c'est plutôt ça la question.
Et il y aura des ressources assez considérables parce qu'il va falloir. C'est pas juste la masse de la fusée, c'est tous les essais, toute la matière qu'il aura fallu mettre en œuvre avant pour concevoir, fabriquer, tester, faire les prototypes, et puis ensuite le faire, et après récupérer les humains, on espère vivants. Enfin bref, ça pose des questions, et le mieux, ce serait peut-être de ne pas le faire, quoi, voilà. Sans doute. C'est pas tant que ça soit impossible. Après tout, s'il y a des candidats au suicide, il y a des façons moins glorieuses de se suicider. Hein, je veux dire, ouais. Ah oui, non, mais ça va coûter du pognon, là, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein, il faut qu'on soit d'accord pour que des personnes se suicident à nos frais pour beaucoup d'argent et pas tant d'argent, mais encore même argent, bien sûr, ce serait de l'argent, mais ce serait plutôt une question de matière et d'énergie, quoi. Dans un monde de plus en plus contraint de ce point de vue-là, est-ce qu'on a envie de sacrifier ça pour un projet discutable du point de vue de ses résultats scientifiques et puis de la gloriole qu'on peut en tirer, ok, quoi, mais c'est bon. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici. Donc avant de remercier une dernière fois Roland, je vous rappelle les collègues de Scientia avec toute la série de bouquins. Je suppose que tu accepterais. Avec grand plaisir, bien sûr, je dédicacerai avec grand plaisir pour ceux qui veulent. Merci infiniment, beaucoup, Roland, merci beaucoup. Et à bientôt. Merci beaucoup.